maintenant, voici les vedettes de notre spectacle. J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, lui, il va me prendre la tête. Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. Non, et c'est chouchou, je veux, pas la moche. Zut, rezut et rezut derrière. Ah, je vois, monsieur se fout de moi. Monsieur fait d'ironie. Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque? Ça, c'est du spectacle. Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Une nouvelle année de cinéma s'ouvre devant nos yeux ébahis. Et la nouvelle année, c'est l'occasion évidemment de prendre de bonnes résolutions, comme aller plus souvent en salle pour commencer bien sûr, écouter très régulièrement votre tout nouveau podcast cinéma préféré, mais aussi, bien notamment arrêter d'encenser inutilement des créatures bleues qui ne soient pas des schtroumpfs, ne pas pleurer plus de 33% du temps d'un film Disney, suivre scrupuleusement la 15e saison de Drag Race et, bien sûr, ne pas investir inutilement dans un fer à défriser pour séduire Steven Spielberg sur la croisette. Bref, cette année encore, le cinéma c'est la vie, c'est pour ça qu'on est là. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tout ce que vous allez entendre est réalisé sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Et bonjour Alexis. Bonjour Nicolas, merci pour ce petit clin d'œil très subtil. On avait dit pas le physique, mais ça c'était une résolution qu'on vient de rater. Les cheveux, j'accepte. On peut. Salut Sophie. Salut. Salut Arthur. Salut. Et bonsoir Simon. Et donc Avatar 2, ce film exceptionnel. Bonjour. Des bonnes résolutions pour cette année les camarades. Regarderez Drag Race, évidemment. Évidemment, des deux premiers épisodes merveilleux. Moi c'est plus simple, me laver. Moi, c'est être en pleine forme, en bonne santé. Ah, vache. Pardon. Simon, une résolution pour l'année. Boire moins, des fois. Et Arthur. Se reposer. C'est donc très mal parti pour cette année 2023. Au programme cette semaine, on va vous parler du retour d'un clown psychopathe, des vacances chaotiques entre copines, Penelope Cruz en mama italienne et un retour à Punxsutawney. Mais on commence par un bond de 30 ans en arrière, Teddy contre Bombers, Loubar contre néo-nazis, plongé dans la guerre des bandes à Paris au début des années 80. Il a déconné, Ricoché, le disqueur. T'es sérieux là? Ton facho de merde, il m'a explosé la gueule quand j'avais 11 piges. Tu te rappelles pas? Ouais, mais c'est pas une raison. Il y avait écrit Rascal sur leur blouson. Celui qui a tabassé mon frère, c'était un arabe en tout cas. Attends, tu l'as vu se faire démonter? Ouais. Écoutez, je vois pas pourquoi cela serait raciste de dire que la délinquance est liée à l'immigration. Moi et mes potes, on va aller retrouver tes rascals de merde. Je veux être là. Les Rascals de Jimmy Laporal Trésor, premier long métrage, la guerre des bandes à Paris, en mode West Side Story mais sans la musique. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas, Alexis? Eh ben moi je trouve que ça marche plutôt bien. En fait, il y a une filiation que j'avais suspectée dès la bande-annonce et je trouve que le film a confirmé ça et ça m'intéresse déjà beaucoup. C'est que je trouve que le film fait, par certains moments, sur certains aspects, un certain appel du pied à un film américain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Les Seigneurs de Philip Kaufman, qui est le premier long-métrage de Philip Kaufman, The Wanderers, en version originale. Et je pense que ce que Jimmy Laporal Trésor reprend particulièrement de The Wanderers, c'est le rapport à la musique. Ce qui est intéressant dans Les Rascals, c'est qu'on a donc d'un côté cette bande de jeunes issus des communautés immigrées, qui sont descendants d'immigrés, donc cette bande de jeunes racisés, qui fantasment une espèce de jeunesse rock'n'roll. Ils ont leur bar, leur QG, ils ont inventé leur propre argot et ils vont dans des soirées où on joue du rock'n'roll à l'ancienne, où ils viennent avec leurs vestes, leurs bombers façon James Dean, ou American Graffiti, pour une référence un petit peu plus récente. Et de l'autre côté, on a donc les skinheads néo-nazis qui vont malheureusement prendre une importance de plus en plus cruciale et dangereuse au fil du récit et qui, eux, sont, et c'est historique, c'est pas faut bien comprendre pour le grand public qui a peut-être pas ces références-là, c'est pas un cliché que le film mobilise, c'est une certaine réalité historique. Ce sont des mouvements qui sont affiliés à l'émergence du punk et du punk hardcore avec quelques groupes d'extrême droite dont je ne citerai pas le nom. Et le truc, c'est que dans cette utilisation de la musique comme un marqueur culturel, comme un marqueur social, comme un marqueur identitaire, eh ben en fait, il retrouve la même énergie que Philip Kaufman, qui déjà mettait en opposition l'insouciance presque utopique de la jeunesse rock'n'roll avec l'émergence de la folk music et principalement de Bob Dylan qui fait une toute petite apparition via l'utilisation d'un sosie à la fin du film. C'était une manière pour Kaufman de montrer que cette jeunesse, cette insouciance-là, elle a fini par se politiser, par devenir plus sombre, plus angoissée, et c'est ça qui a amené le rock'n'roll à petit
petit être supplanté par la folk music. Ça, je trouve ça intéressant. Le deuxième point, la deuxième qualité qui me frappe, c'est le jeu des comédiens. Je trouve qu'il y a eu un vrai travail de casting sur, déjà, en termes de jeu, les comédiens sont tous globalement très bons, mais surtout en termes d'identité. Quelle est l'image qu'ils vont renvoyer ? Qu'est-ce que leur présence à l'écran va signifier pour le spectateur ? Et on retrouve quelque chose qui est un petit peu à la West Side Story, c'est-à-dire que chaque personnage, ne serait-ce que par son apparence, par son style, par son attitude, occupe un certain pôle dans le groupe. Et c'est cette variété au sein de l'unité qui donne du corps et qui donne de la crédibilité à cette bande-là. Après, on est sur un premier long-métrage, donc forcément, il y a des limites qui sont inhérentes à un premier long-métrage, à savoir un démarrage que je trouve un petit peu chaotique, un petit peu laborieux, notamment sur comment le film introduit les relations entre les personnages. Moi, j'ai passé quand même bien 15 minutes à me demander, ok, alors attendez, qui est le frère de qui est le neveu de qui, les deux gamins du flashback du début, c'est qui aujourd'hui. Il y a une certaine confusion, je trouve, dans la mise en place du film. Et puis, dans la mise en scène, il y a des idées. Il y a une envie de style, très clairement, et en plus, je trouve un style qui sert le propos du film, mais c'est quand même malgré tout un petit peu timide. C'est peut-être le seul reproche formel que je ferai au film, que par ailleurs je trouve assez bien emballé, surtout que c'est un film qui a vraiment pas coûté très cher et qui, je trouve, a une certaine gueule, mais pour moi, il y a un manque de réflexion sur la mise en scène et sur la forme du film. Ça aurait mérité d'être un peu plus poussé. On reviendra sur la mise en scène et sur la photo tout à l'heure. Un mot pour dire que l'argot qui est utilisé, c'est l'ouchébem, qui est en fait l'argot qui est utilisé par les bouchers pour parler entre eux, qui a été récupéré par les loupards et les petits voyous, les petites frappes dans les bandes, notamment les années 70-80. T'es très très emballé aussi, Arthur, par les Rascals. Ouais, moi j'aime vraiment beaucoup, et ce qui me plaît le plus, effectivement, c'est très beau, c'est très intelligent. Moi, ce qui me plaît le plus, je crois que c'est l'écriture. Je crois qu'on n'est pas tous d'accord autour de cette table, mais moi, c'est la manière dont chaque personnage est caractérisé, et cette volonté qu'avait le réal, et qui, je trouve, est assez courageuse en 2023, d'essayer de montrer les deux côtés du truc, à savoir que les skins, pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils sont à être aussi violents et racistes, etc. Et d'un autre côté, montrer que ceux qui subissent le racisme peuvent être aussi des salauds. On a au début, les Rascals ne sont pas très sympas. Ce sont des petits cons qui vont traîner en bas, qui vont aller siffler les meufs, que t'aimes pas particulièrement. Et il réussit à te les rendre attachants, alors même qu'il te les présente comme des petites frappes. Et de notre côté, il te montre la dérive d'un personnage féminin, en l'occurrence, qui va aller vers l'extrême droite, vers le fascisme, enfin fascisme, le terme, même vers le néonazisme. Le néonazisme, voilà. Et que pourtant, moi, j'ai en empathie dès le début, et dont, même si je ne valide à aucun moment ses choix, je comprends pourquoi elle y va. Et je trouve que la mise en scène accompagne en plus tout ça. Moi, je trouve ça extrêmement intelligent. Et pour le coup, on aurait pu imaginer, moi j'avais vu le court-métrage qu'avait fait Jimmy Laporte Trésor. Alors il l'avait fait après Soldat Noir. Soldat Noir, il avait fait Soldat Noir après le film, mais il avait été présenté avant, il avait notamment été au César. Et dans Soldat Noir, en fait, on suit... Alors attendez 2 secondes. C'est... Jonathan Feltre qui joue Rudy dans le film, qui là dans Soldat Noir joue un gamin qui est récupéré par les Black Panthers. J'avais peur de trouver un film qui allait être unilatéral, qui allait montrer qu'une vision des faits et qui allait être un peu biaisé dans la manière de raconter l'histoire. Moi, je sens que c'est un film qui est fouillis, qui est recherché, qui a essayé d'aller voir dans des archives, on sait que c'est le cas, qui a essayé de comprendre d'où viennent les mouvements néo-nazis dans les universités, notamment à Assas et le GUD, etc. Je trouve que c'est un film qui, en fait, en plus d'être très joli et assez fort, et qui est extrêmement intelligent. C'est-à-dire qu'on est face à un film qui est à la fois une sorte de film un peu fantasmé sur les bandes, très hérité effectivement de ce que tu disais, Alexis, d'un imaginaire rockabilly, et en même temps un film qui cite et qui va chercher d'ailleurs des images d'archives et qui veut raconter un peu la montée justement de l'extrême droite et de ces mouvements néofascistes des années 80, ce mélange, cette jonction entre la fiction un peu américanisée et en même temps finalement le témoignage politique d'époque. Qu'est-ce que t'en penses, Sophie ? En fait, justement, c'est drôle parce que ça va me faire commencer par mon gros grief contre le film, qui est la toute fin. Donc, sans spoil, vraiment sur du formel pur, on passe d'une première fin. Donc, comme on le dit, on suit 2 groupes et on va faire la fin d'un premier groupe. Puis, on va avoir des images d'archives. Puis, on va avoir un carton. Puis, on va avoir une autre fin. Puis, on va avoir encore une phrase explicative. Et je trouve que c'est presque un mini aveu d'échec dans le sens où le film n'avait pas besoin de ça. C'est comme si on suspectait qu'on avait besoin d'une recontextualisation historique pour que le film prenne sens. Et en soi, je suis pas d'accord. Je trouve que le film était suffisamment cohérent pour qu'on n'ait pas besoin de cet effet de style qui avait notamment été utilisé à la fin de Black Klansman. De Spike Lee. Évidemment. Et donc du coup, on a à la fin de Black Klansman des images d'archives,
puis une phrase qui vient recontextualiser un peu le propos actuel du film, à savoir pourquoi c'est important de faire ce film maintenant. Alors que dans le film, moi, ce qui m'a vraiment beaucoup choqué, dans le bon sens du terme, c'est que en prenant des effets, des stats tangibles de l'époque, à savoir nous avons maintenant 11 députés ou 10 députés d'extrême droite, et c'est déjà un mouvement de panique, et en fait ça fait complètement écho à ce qu'on vit actuellement, avec une montée beaucoup plus forte de l'extrême droite. Des députés européens à l'élection de 1984, aux premières élections européennes. C'était historiquement la première percée au sein des institutions du Front National, qui est devenu le Rassemblement National. C'est ça, et donc du coup, moi, à ce moment-là, j'avais pas besoin d'avoir un carton de fin, mais c'est, encore une fois, je trouvais que le film était suffisamment fort pour pas avoir besoin de cette fioriture-là stylistique. Et quand on parle de cinéma pur, moi ce qui me plaît, c'est que ces gamins, ils ont des gueules de cinéma, et à la fois on y croit parce que le jeu est suffisamment subtil pour qu'on y voit de la vraie personnalité d'époque, mais aussi moi c'est particulièrement Missoum Silami qui joue Rico, qui, je trouve, c'est bête à dire, a une mâchoire de cinéma. C'est-à-dire que la lumière vient définir quelque chose qu'on n'a plus l'habitude de voir. Il est presque trop beau pour exister. En même temps, c'est une gueule cassée. Enfin, vraiment, il a presque une allure de star américaine des années 50-60. Enfin, vraiment, je le trouve fascinant. Et donc, je trouve que le film est très équilibré à ce niveau-là. C'est-à-dire que moi, hormis les 3 minutes de fin, je trouvais que le film était un parfait mélange entre du beau style de cinéma, ponctué de moments extrêmement graphiques, en mettant en avant vraiment de la violence viscérale, pour venir nous rappeler que malgré tout c'est réel. Là, on nous présente pas de la violence presque chorégraphiée à la West Side Story, même s'il y a une forte influence. Là, ça tâche, ça fait mal, ça vient nous rappeler qu'on est tous faits de chair, de sang, et que prendre un coup de poing, ça fait mal. Ce qui aurait pu être un parti pris complètement évité, pour au contraire faire quelque chose de plus cinématique et de plus joli et moins ancré dans le réel. Et finalement, il prend ce parti pris de toujours mélanger une esthétique très influencée de cinéma américain et en même temps quelque chose de presque, alors pas documentaire, mais en tout cas documenté sur la violence. Arthur ? Moi, je voudrais juste revenir sur ce que vient de dire Sophie, parce que je suis pas entièrement d'accord. Justement, moi, de voir les images d'archives à la fin m'a rappelé à quel point l'horreur de ce que j'ai pu voir juste avant, et notamment une scène de réunion néo-nazie dans des égouts qui a l'air trop grosse pour être vraie. Cette image d'archive te rappelle en fait qu'il y a quand même une forme de réalité derrière. Et en fait, c'est à ce moment-là où moi, je me dis... Putain, ça s'est passé comme ça. Parce qu'en plus, Jimmy Laporte Trésor, il raconte qu'il a trouvé des bandes qui portaient vraiment ce genre de blazer des années 50, qu'il a vraiment trouvé. Il a galéré à trouver les archives du GUD, mais quand même, il a trouvé des choses. Enfin, c'est ancré dans le réel. Et moi, le fait qu'on me le rappelle en disant attention, mon coco, ce n'est pas que de la fiction, moi ça m'impressionne. Pour le coup, on n'avait pas besoin de me le rappeler. Tu vois, il y a un truc aussi où j'étais en mode film, je sais de quoi tu parles, et tu l'as suffisamment bien montré pour pas avoir besoin de cette image d'archive. Genre. Jimmy Laporte Trésor, il a le même âge que moi, et moi, je vais faire la vieille dame, mais moi, c'est des images qui me rappellent des choses. Moi, j'étais un peu jeune à cette époque-là, parce que j'avais 10 ans, en 84-86, mais moi je me souviens qu'au collège on parlait de ça, on parlait de ces bastons des néo-nazis. Moi, mes sœurs me racontaient, puisqu'on a grandi à Paris, que les néo-nazis d'Assas descendaient à Montaigne pour leur casser la gueule, le sourire au couteau. Moi, c'est des choses dont j'avais peur quand j'étais enfant, parce que c'était une réalité. Donc ce que vous prenez vous effectivement pour quelque chose de presque incongru ou fictionnel, ça parle à toute une génération malgré tout. Oui, mais toi tu l'as vécu. Je l'ai vécu à la marge, mais enfin, ça faisait écho en tout cas à des souvenirs historiques. Moi, je suis né 10 ans après ça. Donc pour moi, c'est pas forcément c'est une réalité. Et on sait qu'il y a des gens qui vont aller le voir et qui seront encore plus jeunes. Rappelons quand même à tout hasard, et c'est là où je pense que le film de Laporte le Trésor a un vrai intérêt, et c'est dommage parce que, on va pas se mentir, il y a forte chance qu'il n'ait pas un grand succès public, mais il faut quand même rappeler, si comme moi, vous avez fait des cours d'histoire quand vous étiez au collège et au lycée, il y a un bouquin emblématique de la littérature fasciste écrit par un grand dictateur il y a quelques 70 ou 80 ans de ça. Je ne dirai évidemment pas le titre du livre. Ça m'a pris 10 minutes aujourd'hui sur Google pour trouver une librairie à Paris qui vend ce livre-là. Et qui le vend dans une édition qui n'est pas une édition commentée par des historiens, une édition critique. Oui, parce qu'il est ressorti il n'y a pas longtemps une édition. Ce que le film de Laporte le Trésor nous dit, c'est qu'à un moment, le militantisme le plus radical de l'extrême droite, il était dans la rue, et il se battait et il était outrancièrement présent. Aujourd'hui, il ne se manifeste plus comme ça, donc on a l'impression qu'il a disparu, mais en fait, il est toujours là. C'est probablement pas assez approfondi dans le film, je trouve, mais pour moi, le film a clairement pour ambition de nous faire comprendre ça.
Simon, t'es le moins emballé de la petite équipe. Alors, je suis le moins emballé, mais c'est pas pour autant que je trouve pas de très grande et de très belle qualité dans Rascals. Tout simplement, déjà, on l'a un petit peu évoqué, mais voilà, il faut y revenir. À un moment, ces combats de rue, notamment contre les militants d'extrême droite ou les militants fascistes, contre les FAF, ce qui a donné les antifas, ce qu'on appelle aujourd'hui les antifas, et que parfois on va dire on invoque sans forcément être très précis. Ça vient de là, hein, historiquement, en France. Et ça a été une réalité. C'était notamment les catacombes, tu disais les égouts, mais c'est notamment les catacombes de Paris qui étaient investis, et voilà, qui étaient des lieux de réunion tant de nazis que tant de ceux qui venaient leur taper sur la gueule. Et c'est quelque chose qui a été assez rarement appréhendé et mis en fiction par le cinéma français. C'est dommage parce que c'est une époque qui est justement paroxystique, intéressante, où la France est quand même traversée de grands soubresauts. On est grosso modo 15 ans à peu près après mai 68. C'est le moment, on est dans le mitterrandisme, une certaine idée de l'antiracisme, et en même temps on est après le choc pétrolier. Il y a vraiment des débuts dans la de crise économique, voilà, c'est le début de la récession. Exactement, on est en pleine crise économique, et on est aussi, même si on ne le mesure pas tout à fait, le tout début de l'avènement de ce qui va être le libéralisme économique qui fait aujourd'hui à ce pays ce que l'Allemagne a fait à la Pologne. Et donc voilà, c'est extrêmement intéressant qu'un film de fiction s'en empare. C'est d'autant plus intéressant que, tu disais, le militantisme d'extrême droite a changé. Ben non, ça fait maintenant 2-3 ans que les services de renseignement français estiment que la menace principale sur la sécurité intérieure, c'est le terrorisme d'extrême droite. Je vous rappelle qu'il y a eu, dans le cadre de la Coupe du Monde, un match France-Maroc il n'y a pas très longtemps, où on a vu tous les nervis de l'extrême droite sur tous les réseaux sociaux nous expliquer que, mon Dieu, on allait bien voir des hordes de supporters marocains mettre Paris à feu et à sang. Il s'est avéré qu'en fait, il y avait des groupuscules de fous furieux qui, eux, s'apprêtaient à des actions violentes et à des ratonnades. C'est-à-dire que... En fait, d'extrême droite. Hein. Oui, des militants d'extrême droite, absolument. C'est-à-dire que et on voit, quand bien même c'est une poussée, tu le rappelais Sophie, bien plus importante qu'en 1984, on voit bien depuis la dernière élection présidentielle et surtout la dernière élection législative qu'il y a eu une poussée institutionnelle, et tous les médias en parlent comme c'était un truc tout à fait léger, une respectabilisation, une institutionnalisation de l'extrême droite en France. Donc en fait, quand bien même l'histoire ne se répète pas, le film il a ce mérite à la fois de revisiter une période historique peu commentée et de nous permettre de voir en quoi elle fait quand même écho de manière assez troublante et assez terrible à notre époque. Maintenant... Et de voir, et je précise un mot Simon, parce que je trouve très intéressant, une réplique de l'un des personnages principaux, Adam, qui dit « Mais alors vous êtes pour le Front National ?» Et on dit « Non, mais en attendant, il faut bien voter pour le Borgne. Nous, on veut aller plus loin, mais on va bien voter pour le Borgne. » C'est-à-dire, ça rappelait ce qu'est la base militante du Front National. Elle est issue directement de ce mouvement-là, du GUD. Et la seule différence, et là je parle d'expérience, c'est que moi j'ai vécu à la fac des descentes, des fachos du GUD qui venaient taper des gauchistes. Ça existait. Ça n'existe plus, ça a pris une autre forme, une forme peut-être plus discrète, ça a tendance à revenir. Mais ça a tendance à revenir. Et c'est pour ça que je trouve que ce film est particulièrement intéressant aujourd'hui. Je suis absolument d'accord avec toi. Après, moi, il y a une promesse, hélas, que je trouve pas tout à fait tenue dans le film, ou plutôt, je le trouve complètement écartelé entre la volonté de faire un film historique, à message, ou un film politique et historique, ce qu'à certains moments, il fait pas mal du tout, et à d'autres moments, la volonté de traiter ça avec un truc que je trouve un défi très dur à relever, mais authentiquement passionnant, le faire en transformant le film vraiment en objet pop. Et il y a des passages qui sont extrêmement graphiques, extrêmement colorés. L'ouverture du film, elle est quasiment cartoonesque, quoi. Et je trouve que ce parti pris esthétique, il est extrêmement excitant. Il est toujours tenu quand le film le prend, et notamment en termes de photographie, mais aussi de cadrage et de direction des comédiens, alors qu'il en faut pour aborder un sujet aussi lourd, aussi empesé, aussi explosif aussi, parce qu'on vient de voir, il y a 15 jours, avec la sortie du film Tirailleurs, combien tout ce que la France comptait de fous furieux, de proto-nazis et de gens d'extrême droite était prêt à s'emparer du cinéma pour raconter n'importe quoi. Donc, je trouve d'autant plus ambitieux que d'aller attaquer ce récit-là, voilà, par cet aspect très pop, très cartoon, très graphique. C'est inattendu, c'est assez courageux, c'est très casse-gueule. Hélas, je trouve que le film ne le fait pas assez ou s'arrête un peu au milieu du gué, ce qui fait que, tout en l'appréciant, tout en passant un bon moment et tout en admirant l'ambition que ça représente pour un premier film, hélas, je trouve le verre à moitié plein. Il y a peut-être, alors je vous soumets cela, et puis on parlera de la photographie de Romain Carcana tout à l'heure, mais peut-être un problème, beaucoup de gueules de cinéma, mais peut-être trop de personnages. Et donc des personnages auxquels on n'a pas le temps. Moi, je suis particulièrement frustré, notamment du côté des personnages néo-nazis, du côté d'Adam et de ce personnage féminin, Frédéric, qui est le seul personnage féminin, qui a, à mon sens, de très jolis moments, mais qui, du coup, est finalement un peu effleuré parce qu'elle est noyée dans la masse, quoi. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Fred, c'est un personnage intéressant parce que elle est notre porte d'entrée en termes de scénario. C'est via ce personnage-là
qu'on appréhende de base comme une étudiante d'Assas complètement lambda, en ayant un frère qui justement s'est un petit peu retiré de ce milieu d'extrême droite et qui va finalement tomber et emmener le spectateur avec elle dans une descente aux enfers, dans le plus bas de l'humanité. De violence. Et moi, ce qui me gêne, c'est que je la trouve un petit peu monolithique. Je trouve que malgré un jeu d'une grande finesse de la part de la comédienne... Angelina Voret. Exactement, qui je trouve arrive à... juste par des micro-expressions passer de l'effarement à la colère, de la colère à la peur, et je trouve qu'en fait on peut rien lui reprocher à elle. Je trouve juste que son parcours est tristement écrit trop rapidement, c'est-à-dire qu'il y a un moment où j'ai déjà plus de doute sur les choix qu'elle va faire. C'est peut-être un petit peu ça, et en effet c'est le seul personnage féminin, mais elle n'est là que pour servir au final la pensée masculine qui l'oppresse. Est-ce que c'est un choix qui rend tout ça intéressant ? Pourquoi pas ? Moi, sur le moment, ça m'a un tout petit peu... Encore une fois, j'ai l'impression de dire du mal du film, alors que je le trouve globalement formidable, à part 2-3 petits manques de polissage à droite à gauche, mais je trouve que globalement, c'est un très grand geste de cinéma et très puissant. Mais en effet, je trouve que ça manque un peu de féminin dedans. En fait, je pense que c'est assez délicat de la part de Jimmy Laporal-Trésor, lui qui veut raconter ces histoires de bande, de... trop raconter l'envers du décor aussi du côté néo-nazi, et je trouve que de prendre juste la porte d'entrée de quelqu'un qui plonge un peu dedans, quitte à avoir un destin tragique, c'est peut-être la porte d'entrée la moins casse-gueule. De suivre ce personnage qui est juste là au départ, un témoin d'un acte qui va provoquer sa descente, et que du coup on suit avec elle en fait l'entrée dans un monde qui est beaucoup plus grand et qui demanderait en fait un deuxième film en fait, ou un film 2 fois plus long. C'est une autre histoire en fait. Si on veut commencer à donner autant de profondeur aux néo-nazis qu'à la bande des Rascals, ça implique là pour le coup beaucoup plus de personnages, beaucoup plus de choses à raconter. Je suis d'accord avec toi en fait. Globalement, je suis d'accord, et c'est peut-être là le souci, c'est que il y a déjà beaucoup de personnages, et pour le coup là je suis d'accord avec Alexis, c'est que moi j'ai eu du mal à me focaliser sur qui était qui. Genre je peux pas m'empêcher de me demander, ok, Mitch, c'est son petit... Non, c'est pas son petit frère, c'est son cousin, sauf que le mot cousin arrive à 45 minutes de film, donc d'un coup il y a un moment de mais alors c'est qui l'homme à qui il parle au début ? Est-ce que c'est son père ? Est-ce que c'est genre un ami de son frère ? Est-ce que... Donc voilà, et en fait c'est pareil de ce côté-là, qui est pourtant beaucoup plus balisé, mais on nous met d'abord que ce sera via son frère qu'on va rentrer, puisque son frère est présenté dès la scène d'ouverture, qu'on va rentrer dans ce groupuscule d'extrême droite, et finalement c'est par elle qui demande une nouvelle caractérisation à 15 minutes de film, et en fait... Mais c'est pas grave, tu vois, j'en tiens pas rigueur au film. Même dans les Rascals, dans les 5 sont pas caractérisés de la même manière. On sent bien qu'il y a une volonté de vouloir mettre Rico et Rudy en avant beaucoup plus forte que les 3 autres. Bah oui, mais elle, c'est... Les 3 autres sont même à peine caractérisés, pour être tout à fait honnête. Donc en fait, est-ce qu'il y a trop de personnages ? Pour moi, les principaux, c'est quand même Rudy, Rico et elle. Et à ce niveau-là... Et Adam. Oui, Adam un peu. Qui est aussi assez, malheureusement, je trouve, assez maltraité. Et Mitch. Je suis désolée, mais Mitch, il est important aussi. On le caractérise souvent. Genre, il va à Henri IV, il fait de la danse, il ponctue le récit, Mitch, en fait. Mitch, qui est le petit frère de... Oui, pardon, c'est le petit frère du coup d'un de des Rudy. Un mot, peut-être, un dernier tour de table justement sur la photo, sur la mise en scène. La photographie est signée par Romain Carcanade, qui a signé la photo chez Sébastien Marnier notamment, dans La Nuée aussi, de Juste Philippot. Et moi, je trouve que c'est une des qualités du film, c'est-à-dire de ne pas céder aux clichés de la façon dont on filme les années 80. C'est-à-dire que c'est un film qui n'est pas filtré, c'est un film qui ne surjoue pas la nostalgie ou le vieillissement de l'image, qui pose évidemment des référents historiques dans les accessoires, mais on n'est pas dans une esthétique qui pousserait les années 80 comme une sorte de gadget. Alors, oui et non, mais d'une manière positive selon moi. C'est-à-dire que, effectivement, le film n'est pas dans des automatismes ou dans des effets un peu apprêtés matériellement, plastiquement, en termes de colorimétrie notamment, mais c'est quand même un film qui est très fétichiste visuellement, je veux dire, qui a un travail très poussé, qui a envie quand même que tu aimes ces couleurs, tu aimes ces textures. Sauf que veste. Voilà, mais la veste bleue, ouais. Mais il ne le fait pas de manière, j'ai envie de dire, idiote ou nostalgique. Absolument pas. Ce qui est du coup très intéressant. Et ça, c'est une grande réussite. Et ce que tu as remarqué au niveau de la photo, et je trouve que c'est absolument vrai ce que tu as souligné, ça vaut aussi pour le jeu des comédiens. Parce qu'un des grands drames pour moi du cinéma historique en France, mais qu'on parle d'un film qui se passe au 17e, comme Danny Colère qui se passe dans les années 60-70, si tu veux, c'est que tu as une espèce de règle tacite qui est, quand on fait du film historique, on joue comme si on était de mauvais acteurs de théâtre de 14 ans. Genre, ah mais oui, c'est vrai, il t'est arrivé ça, je joue mal. Et en revanche, j'ai
j'ai pas du tout ce syndrome-là dans Rascal. Je peux trouver le jeu un peu inégal, mais en tout cas, j'ai jamais l'impression que les gens se disent « Oh, je parle comme il y a 30 ans, faisons reconstitution ». Et ça, c'est un sentiment qui, moi, me fait beaucoup de bien. Vraiment, je trouve ça agréable. Déjà, dans le parcours même des personnages, tu sens que La Porale Trésor a un certain recul sur les années 80. Déjà parce que les années 80, qu'est-ce que c'est dans le film ? C'est juste un contexte social, et un contexte social qui est difficile pour les personnages. Et précisément, pour s'extirper de cette réalité-là, pour entre guillemets fictionnaliser leur réalité, ils se fantasment en bande de jeunes des années 50-60. Et pas du tout comme une bande de jeunes des années 80, ce que, en comparaison, sont les skinheads, puisque eux, ils écoutent la musique du moment, à savoir le punk hardcore. Donc, pour moi, il y a une réflexion sur l'époque qui est super pointue, en fait. Ah, mais je suis absolument d'accord avec toi, là-dessus, tout à fait. Eh bien, c'est sur ce bel accord que nous allons conclure ce tour de table autour sur les Rascals de Jimmy Laporale Trésor. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt loupard ou plutôt nazi ? Vous pouvez nous faire votre déclaration en commentaire. Ou pas. Ou pas, vous pouvez garder ça pour vous, surtout si vous êtes nazi, en fait. Non. Hashtag loupard ou nazi ? Je suis d'accord avec ça. Hashtag je vais mourir dans 5 cet enregistrement. Voilà, ça va être parfait. Cet enregistrement est rock'n'roll. Ouais. Bon, au moins, nous, on a choisi notre camp. Allez, l'actu ciné de ce début d'année 2023, c'est comme chaque année la cérémonie des Golden Globes, qui est une propédeutique aux Oscars. Une propédeutique tout à fait 2023, c'est l'année vocabulaire. À chaque mois, à chaque numéro. Propédeutique, j'aime bien, je connaissais pas. Un nouveau mot. Propédeutique, c'est une sorte d'introduction à une thèse. Une propédeutique. On enseignait la propédeutique, ah oui. Mais ça, Nicolas a tendance à utiliser comme ça un vocabulaire assez soutenu, c'est quand il a fini de tintinabuler. Ce que je fais parfois, mais pas avec l'organe que vous croyez. Bref, on va parler des Golden Globes. Et on commence par toi, Arthur. Tu les as suivis parce que tu es fan des Golden Globes. Tu nous fais un petit tour du palmarès. Qu'est-ce que tu en as retenu ? Je sais pas si je suis fan des Golden Globes, mais disons qu'autour de cette table, je pense que vous quatre là, qui me regardez avec des yeux du luberlu, vous en foutez globalement des saisons des prix. Oui. Et pas moi. Bah non, moi je... Ah non, Sophie aime bien. Hein. Ouais. Oui, mais toi tu détestes. Moi je déteste. Ouais. Simon, tu détestes. Oui. Moi j'aimais bien les Golden Globes quand c'était Ricky Gervais. Oui, d'accord, mais que pour Ricky Gervais. Globalement. Mais on zappait les remises de prix, on écoutait que lui, quoi. Moi on regarde les Césars pour mon anniversaire généralement. Donc, oh waouh. Oui, mais ça, j'avais pas jusque là quand même. Non, mais c'est un rituel de destruction intellectuelle. On se fait ça pour se faire mal. C'est du masochisme. Oui, je prends en âge, je me rapproche de la mort. Non, moi j'ai suivi de près les Golden Globes parce qu'il y a deux trucs qui m'intéressaient. Déjà, premièrement, je voulais voir quel film allait ressortir parce qu'on avait tendance à penser que un peu n'importe quel film pouvait être récompensé. Alors bon, les Golden Globes c'est différent des Oscars. En gros, à part pour meilleur film, à part pour meilleur réalisateur et meilleure musique ou ce genre de choses, les Golden Globes sont scindés en deux. Il y a d'un côté les meilleurs films comiques et d'un autre côté les films meilleurs drames. Donc forcément, ça rajoute 2 fois plus de prix, donc 2 fois plus de films à récompenser. Quand on prend la shortlist des Oscars et quand on regarde quel film peut être récompensé, cette année, on a quand même eu des films incroyables qui ne sont pas encore sortis en France pour certains, mais on sait d'avance que Tar, The Fabelmans vont être quand même des films grosso modo plutôt pas mal. Et à côté de ça, on a quand même Elvis, Les Banshees d'Inisherin qui est exceptionnel, Everything Everywhere at Once. Bref, moi j'étais curieux de voir les Golden Globes pour ça, pour voir qu'est-ce qu'on allait pouvoir en tirer, et pour une deuxième raison qui m'interpelle peut-être plus encore, comment les Golden Globes peuvent exister encore en 2023 ? Alors ça, ouais, c'est une vraie question. Ouais. C'est une vraie question, parce qu'il s'est passé tout un schmilblick pendant 2 ans. On va peut-être expliquer ça aux personnes qui nous écoutent, mais en gros, il y a 1 an et demi, 2 ans... Il faut peut-être rappeler qui décerne les Golden Globes aussi, c'est intéressant. C'est l'association de la presse étrangère. C'est la presse étrangère, ils sont 90 dans le jury, et en fait, on s'est rendu compte il y a 1 an et demi, j'ai plus l'enquête sous les yeux, un média américain fait une enquête sur qui donne les prix et comment, et donc on s'est rendu compte que c'était donc principalement des hommes blancs. Ce qui expliquait pourquoi il y avait aussi peu de représentation dans les prix donnés et qu'il y avait des biais de corruption. Que par exemple, ce jury pouvait parfois être invité par une plateforme de streaming que je nommerai pas pour venir dans un hôtel. Ça commence par un N, non ? Et ça finit par X. Et donc, on va le dire. Donc, je cherche un personnage d'Astérix, mais je ne trouve pas. Tout ce jury était invité par Netflix dans un hôtel de luxe à Paris pour venir visiter 2-3 petits trucs et à la fin dire hey, vous aimez bien Emily in Paris hein, avec 3 petites tapes dans le dos. Et comme par hasard, Emily in Paris c'est quand même pas une série à prix, on va pas se mentir. C'est de la merde. Avec des statuettes dorées. Et donc on s'est posé la question de mais attendez, c'est quoi cette affaire ? En fait, il y avait de la corruption au sein même. On va pas se mentir, il y a du lobbying partout à Hollywood au sein de ces Hollywood et pour tous les prix, il y a du lobbying pour les Césars, il y a du lobbying pour toutes les remises de prix. Sauf que là on a un niveau de corruption qui a été tel qu'il y a eu une énorme polémique qui a fait qu'en 2022, il y a 1 an, la cérémonie n'a été pour la première fois pas diffusée en direct.
Et on s'est dit, on va se la faire tout petit, on va juste mettre sur Twitter les prix au fur et à mesure, et c'est tout. Et donc, face à ça, il y a eu des réformes, ils ont essayé de diversifier un peu le jury, etc., etc. Et là, on arrive en 2023 avec des gens qui décident de ne pas venir, qui vont continuer à snobber, parce qu'il y a encore d'autres histoires qu'on pourrait raconter, mais Tom Cruise boycotte les Golden Globes depuis 20 ans 30 ans. Non. Il a renvoyé toutes ses statuettes à chaque fois. Je crois, ouais. Brendan Fraser, Fraser, qui était nommé pour meilleur acteur pour The Whale de Darren Aronofsky, il explique que l'Académie des Golden a été horrible avec lui, donc il a aussi renvoyé. On sait que d'autres n'ont pas pu être là, comme par hasard, type Cate Blanchett alors qu'elle a eu le prix, ou Zendaya alors qu'elle a eu un prix. Ça provoque plein de choses qui sont très intéressantes de jusqu'où on peut aller, jusqu'où cette hypocrisie peut continuer. Après, objectivement, moi, il y a un truc qui me fascine un petit peu, c'est que je regarde le prix. Meilleur film dramatique, The Fabelmans. Meilleure actrice dans un drame, Cate Blanchett. Meilleur acteur dans un drame, Austin Butler. Bah, c'est un peu ce que j'avais envie de voir récompensé. Meilleure comédie, Les Banshees d'Inisherin. C'est pas très drôle, mais c'est vraiment meilleur superbe. réalisateur, Steven Spielberg. Quand même, hein. Meilleur acteur dans une comédie, Colin Farrell. Meilleure actrice, Michelle Yeoh. Meilleur acteur second rôle, Ke Huy Quan. Tellement drôle, tellement chouette de le voir récompensé. Son discours est incroyable. Meilleur réal, Steven Spielberg. Donnez-nous un peu plus, parce que moi j'ai pas vu le discours de pourquoi c'était incroyable. Je le résume. Oui, vas-y, résume-le. Ouais. En fait, déjà il remercie Steven Spielberg d'avoir. Joel Cohen, qui est donc le qui est demi-lune dans Indiana Jones 2 et je ne sais plus le nom de ce personnage dans Les Goonies. Le mari de Michelle Yeoh. Et récemment le mari de Michelle Yeoh. Dans Everything Everywhere All at Once. Et en fait, dans son discours, il va dire, en fait, toujours très, il y a plein d'émotions, mais en fait, il remercie les Daniels d'avoir cru qu'en fait pendant ces 30 ans il n'avait pas juste disparu et qu'en fait il pense ça fait 30 ans qu'il espère juste quelque chose et donc ça joue vachement sur la nostalgie parce qu'il le dit devant Spielberg qui reçoit aussi une statuette. Oui. Et vraiment, il y a une émotion qui est très palpable, alors que normalement, c'est tellement aseptisé. Lui, quand il tient sa statuette, c'est la première fois que j'ai l'impression qu'il la chérit plus que n'importe quoi sur cette terre, quoi. Et c'était hyper émouvant. Lui et Jennifer Coolidge, qui était vraiment incroyable aussi. Elle, côté série, pour le coup, ouais, pour The White Lotus. Mais du coup, voilà, tout ça pour dire qu'on aurait pris les nommés, on aurait fait nous-mêmes qui on a envie de voir gagner, et c'est à peu près qui a gagné, ce qui est quand même assez rare. Il y a souvent, bon, là c'est le cas aussi, hein, mais pour notamment meilleur film étranger, mais c'est Argentina 1985 qui a gagné face à RRR, ce qui est quand même très saugrenu, mais bon, soit. Donc voilà, ça laisse indiquer des Oscars qui vont potentiellement récompenser des bons films et pour les bonnes raisons, ce qui est quand même assez rare pour être souligné, et qui en même temps soulève la question de est-ce que les Golden Globes vont continuer à pouvoir faire semblant de mettre, enfin en tout cas, honnête, ouais, tu vois, et d'avoir encore des œillères en disant non, il y a personne qui nous snob et tout va bien. Alors paradoxalement, je pense que ça va leur bénéficier justement le fait que maintenant, voilà, c'est au milieu de la pièce, c'est connu, c'est public. Oui, les Golden Globes sont corrompus, atroces et abominables, mais en fait. Déjà d'une, ça n'est plus une rumeur, voilà, c'est établi. Ils ont deux forces. Déjà, ils ont la réputation, les Golden Globes, d'être la soirée où ça picole et où tu te la colles plus qu'aucune autre dans les cérémonies de récompense. Plus que les autres ? Ouais. Ce qui leur donne, on va dire, une force d'attraction. Enfin, moi, j'essaie d'imaginer, hein, si j'étais comédien. Et il y a un autre truc, c'est que les Golden Globes ouvrent la saison des cérémonies. Ils donnent le là. Et c'est une institution télévisuelle, même s'ils ont perdu en audience, même s'ils ont un peu perdu là. Hein. Ils ont eu les chiffres d'audience qui sont tombés ce matin, le matin même, au jour où on enregistrait l'émission. Ils ont vraiment perdu les 2/3. Hein. Ils ont beaucoup perdu. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, aucune des autres cérémonies qui scandent, qui rythment la saison des récompenses, à part les Oscars, mais les Oscars qui l'achèvent, il n'y en a aucune qui pourrait prendre la place. Qui l'achève au sens propre comme au sens figuré. Tout à fait, mon cher. Mais tu vois, par exemple, là, il va y avoir les SAG Awards, il va y avoir après les Saturn Awards. Alors, aucune de ces cérémonies ne peut prétendre prendre la place en termes d'audience et d'impact médiatique, de prétendre prendre la place des Golden Globes. Donc, en fait, les Golden Globes ne disparaissent pas parce qu'il n'y a pas de prétendants. Il y a un truc à noter sur les SAG Awards parce qu'il vient de se passer quelque chose de très intéressant qui est peut-être très niche et qui n'intéresse sans doute personne, mais moi qui m'interpelle beaucoup. Jusque-là, les SAG Awards n'étaient pas diffusés en direct. Il a été annoncé hier, au jour où on enregistre cette émission, donc, que les SAG Awards seront diffusés en direct sur la chaîne YouTube de Netflix. Et je trouve cette information hyper intéressante. Qu'est-ce que ça veut dire à quel point on sait que la chaîne YouTube de Netflix a énormément d'abonnés et que Netflix est globalement suivi par à peu près, j'allais dire, des millions de moutons. Je vais pas aller jusque-là, mais voilà. Non. Quel impact cela va avoir sur justement donner de la crédibilité à une cérémonie qui n'en avait jusque-là que de manière très industrielle pour une toute petite niche ? Je pense que ça peut. Je pense que ça va avoir le même impact que le dernier film assez pointu d'Iñárritu sur Netflix. Waouh. Aucun. Toujours dans les actus pour ce premier numéro de Réaliser sans trucage de l'année, un feuilleton qui risque de nous durer un certain nombre de mois, voire peut-être un certain nombre d'années, peut-être en parlera-t-on encore quand je serai à la retraite. C'est le projet pharaonique de Francis Ford Coppola, Megalopolis, dont le tournage, Alexis, vire au chaos rampant.
Ouais, c'est la moindre des choses de le dire. En gros, pour résumer rapidement, pour les gens qui n'ont peut-être pas suivi ça, Francis Ford Coppola est donc à l'heure actuelle à la moitié du tournage de Megalopolis, son nouveau long métrage, qui n'est pas véritablement son nouveau long métrage, parce que ça fait bien 15, 20 ans, voire peut-être même plus, qu'il a cette espèce de fantasme de science-fiction en tête. Le fait est que, déjà, Francis Ford Coppola a vendu énormément de choses qu'il possédait, à commencer par ses vignobles dans le nord de la Californie, pour pouvoir financer le film. Il s'est aussi servi des bénéfices engrangés par les remontages successifs d'Apocalypse Now et du Parrain 3 pour pouvoir financer le film, puisqu'il a brisé la sacro-sainte règle d'Hollywood, qui est que quoi que tu fasses, tu ne finances jamais ton propre film, parce que c'est le meilleur moyen de se faire éclater, sachant que Coppola, ça, il l'a déjà fait avec coup de cœur, et c'était un four colossal qu'il a mis presque 30 ans à rembourser. John Cassavetes, si tu nous écoutes. Ouais, voilà. Sauf que Cassavetes avait l'intelligence de faire des films peu chers. C'est ça. Là où Coppola chez lui avec ses copains, oui. Avec son argent de poche, ce qui n'est pas une stratégie financière particulièrement stable. Et à 83 ans, il a recommencé, puisque Megalopolis, qui va quand même coûter entre 100 et 120 millions de dollars en budget prévisionnel, donc ça risque de coûter plus cher sur la durée, a été financé à 100% par la fortune personnelle du cinéaste. Et il avait prévu, pour tourner ce film, qui a quand même un casting assez sidérant, puisqu'on y trouve, je vous le dis dans le désordre, hein, Adam Driver, Lawrence Fishburne, Jon Voight, Shia LaBeouf, Talia Shire, la sœur de Francis Ford Coppola, et Dustin Hoffman, entre autres. Le truc, c'est qu'il avait prévu de tourner les films sur un plateau virtuel, donc la technologie qui a été développée et utilisée par Jon Favreau sur The Mandalorian, qui est donc l'idée d'avoir un plateau où sont projetés sur des écrans LED géants les décors déjà générés par ordinateur qui vont accompagner les personnages, ce qui du coup économise des coûts de post-production parce qu'il n'y a plus d'incrustation à faire. Sauf que la technologie n'a pas convenu à Coppola, ne s'est pas révélée satisfaisante, donc il a délocalisé le tournage dans des studios traditionnels pour tourner sur fond vert, ce qui a donc nécessité le renvoi de l'intégralité de l'équipe des VFX. Donc actuellement le film n'a plus d'équipe de VFX, et cerise sur le gâteau, il n'a plus non plus ni de chef décorateur ni de directeur artistique. Si vous cherchez du travail en ce moment et que vous êtes intermittent, pardon. Alors oui, mais non, parce que parmi ceux qui ont démissionné, il y en a quelques-uns qui ont parlé au Hollywood Reporter, et qui ont parlé évidemment sous couvert d'anonymat, et qui ont dit que pour eux leur démission était une bénédiction parce que l'ambiance sur le tournage était horrible. Faut quand même rappeler si que vous cherchez du travail, que vous n'avez aucune estime de vous-même et que pardon. Faut quand même rappeler chez C8. Ah non, pardon, c'est vrai. Faut quand même rappeler que Francis Ford Coppola est connu depuis longtemps déjà pour être un cinéaste qu'on pourrait qualifier, pour faire dans l'euphémisme, d'irascible. Et apparemment là, il a atteint le maximum, puisque même ses collaborateurs les plus proches sont en train de le lâcher, à tel point que la rumeur qui commence à courir à Hollywood est que Megalopolis, le titre est quand même finalement ironiquement bien trouvé, risque de devenir un nouveau L'homme qui tua Don Quichotte et ne pas être mené à terme. C'est la pire chose qui puisse arriver à Coppola, mais c'est probablement ce qui va arriver, parce que là, la débâcle est terrible, même si le cinéaste, qui évidemment n'a pas commenté l'article du Hollywood Reporter, a quand même annoncé qu'il allait recruter des nouveaux techniciens et très rapidement relancer la machine, mais ça paraît quand même compromis. Mais c'est bien, on va avoir un nouveau film de Sofia Coppola qui parle de Daddy Issues. Ah bah là, et si vous cherchez du travail, que vous trouvez du travail sur le plateau de Megalopolis, envoyez-nous un MP, parce qu'on serait ravis de pouvoir avoir une petite chronique comme ça hebdomadaire pour suivre le cauchemar de ce tournage. On va repasser aux sorties de la semaine. Il est très méchant, il est toujours taché, relativement sale, de plus en plus sadique, et il est de retour en ce début de nouvelle année. Non, et non Arthur, ça n'est pas Simon, c'était un piège. C'était Art le clown, le boogeyman de Terrifier 2. T'es un grand tordu, tu le sais. Moi, je le crois. Comment ça? Je suis sûr qu'il va se passer quelque chose ce soir. Je sais, quand Jonathan dit des conneries, il y avait quelque chose dans sa voix qui me dit il y a quelque chose qui cloche. Allez, ce soir on s'amuse. On oublie les problèmes. Ouais. En parlant de surprise, les enfants, on a un invité très spécial avec nous aujourd'hui. Tout droit venu de Max County. Merci d'accueillir Art le clown. Terrifier 2 de Damien Léon. Le 1 était un gros Z qui n'avait pas plus marqué les esprits que ça. Pourquoi faut-il donc aller voir le 2, mon cher Simon ? Eh bien parce que le premier était un gros Z, le second est un grand bis. Alors, on est sur de la finesse. Absolument, mais la finesse, c'est mon dada, c'est ma grande passion. Ça, c'est le premier gros mensonge de 2023. C'est ma bonne dévolution. Et donc voilà, donc tout simplement, de quoi est-il question ? Il est question de Art le clown, créature mi-serial killer, mi-psychopathe, mi-démon, mi-entité, mi-boogeyman, mi-truc qui vous transforme grosso modo en turbine à viande. Et ben donc Art le clown, il se balade et il tue des gens. Voilà.
Et ben c'est super. Non, ce qui fait que le film pour moi est assez intéressant. Je suis tout à fait insensible à cette vague qu'on a depuis 15-20 ans de série B, Z avec des clowns. Il y a Jack in the Box, il y en a plein. Et tout simplement qui sont, on va dire, les pas à mon poste. Qui sont les descendants. Mais il y a une dent personnelle là. C'est une déclaration de guerre là. C'est facile surtout, c'est vraiment bas de gamme. Et qui sont les descendants dégénérés, bien sûr, du clown de ça, étant donné que Stephen King un jour s'est mis en tête de détruire l'industrie de la clownerie. Je pense que voilà, c'est désormais un métier qui périclite grâce à lui, grâce à ça, immense roman. Bref. Quand les lecteurs et les spectateurs surtout de ça, il est revenu, qui doit être un téléfilm de 91 si je dis pas de bêtises. Emily Wallace. Voilà, sont arrivés dans la vie professionnelle, du côté du cinéma, ils ont envie de faire des films de clowns. Et vraiment, ils sont tous à peu près regardables, ça n'a aucun intérêt. Et puis arrive Art le Clown. Alors Art le Clown, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord, et c'est exceptionnel que ça sorte en salle, je pense que ça fait 15 ou 20 ans qu'on n'a pas vu ça au cinéma, une vraie série B, pas loin du Z en termes de budget, c'est-à-dire que le film a été fait en financement participatif à hauteur de $200,000, c'est ridicule. $250,000 exactement. $250,000, c'est tout petit, c'est rien du tout. Et donc c'est une authentique série B qui arrive sur les écrans, parce qu'on a tous pris l'habitude d'employer le terme série B, en fait, depuis des années, pour des films qui coûtent 40, 50, 60 millions de dollars. Mais en fait, un vrai film de démerde, un vrai film de démerdard qui arrive au cinéma, c'est devenu rarissime. Donc déjà, moi, il y a ce truc-là qui me donne une espèce de bouffée d'oxygène incroyable, parce que j'ai l'impression enfin de retrouver mes films de vidéoclub. C'est une expression qui est un peu galvaudée, qu'on emploie souvent, mais là, pour le coup, pour une fois, elle est authentique. Et donc, ensuite, il y a le film lui-même. Ce film qui dure, donc qui est un slasher taré, qui dure 2h18 minutes. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup trop long, et en même temps, c'est ce qui fait que c'est génial. C'est ce qui fait que c'est génial, parce que tout d'un coup, le film, parce qu'il va étendre, détendre, distendre absolument tous les mécanismes de ce cinéma d'horreur-là, parce qu'en gros, il ambitionne d'être le Alien 2 du slasher fauché, et ça va le pousser dans des méandres surréalistes qui pour moi étaient parfaitement inattendus, et surtout ça va lui permettre, on va dire, de citer certains trucs un peu débiles du slasher, comme la sexualisation de l'héroïne, comme le fait à un moment de lui faire changer ses vêtements pour la mettre dans une tenue sexy débile. Tout d'un coup, comme cette tenue sexy débile, qui est là littéralement une tenue, un cosplay d'ange de dark fantasy dégueulasse, comme ça dure pas 10 minutes dans le film mais 1 heure, tout d'un coup, ça devient véritablement sa personne, son incarnation et son armure. Et il y a comme ça énormément d'éléments du film pour moi que le film arrive à transcender, plus ou moins volontairement. Je suis pas convaincu que ce soit toujours volontaire, mais le résultat pour moi est extrêmement intense. Et enfin, en plus d'avoir des meurtres qui sentent bon la viande et qui sentent bon l'artère bouchée, et d'en avoir pas mal, le film a pour moi cette valeur incroyable d'être un authentique film de boogeyman. Parce qu'on en a quand même pas si souvent des nouvelles créatures qui arrivent au bestiaire de l'horreur, loin s'en faut. Et là, moi, il y a quelques personnes qui diront ah ouais, c'est un peu un espèce de post-Freddy. Moi, je suis pas du tout d'accord parce que déjà, je suis pas du tout attaché au Freddy, à part le 3, c'est affreux cette saga. Mais wesh. Le premier quand même. Ouais. Peu, hein. Non. Ah non. Le 1, le 3, le 7. C'est un film de Wes Craven, donc c'est moche et bête. Oh là là, vous êtes vieux. Oui. Voilà, c'est lâché. Oui. C'est un peu vrai. Absolument, monsieur. Moi, plus que non, mais tout simplement, non, en plus j'exagère parce qu'il y a plein de films de Wes Craven que j'aime beaucoup. Ah voilà, raccroche-toi au mais branche. pas les mauvais comme Freddy. Comme le violoniste amoureux. Non, c'est quoi, c'est trop avec Meryl Streep. Oui, avec Meryl la Streep. mélodie. Non, c'est le souffle du vent, le vent qui. Non, c'est le violon. Attendez, je vais vous le retrouver. Un truc comme ça. De quoi vous parlez là? Ouais, le mélodrame que Wes Craven a fait. Il a tenté de faire un Meryl Streep. mélodrame avec Meryl Streep au violon. C'est vraiment. Ah non, mais non, le truc avec le violon. La musique de mon cœur. La musique de mon cœur. Ouais, ça, tu sens que c'est pas Gérard Larcher qui l'a écrite. Voilà. Donc, le rire. et ce que je veux dire, c'est que Art le Clown pour moi est une espèce de synthèse et encore une fois un peu de transcendance de pas mal de méchants et de boogeyman du slasher, du cinéma de tueurs américains, parce que c'est à la fois une espèce d'entité un peu surnaturelle, invincible, conceptuelle à la Michael Myers ou à la Jason Voorhees. C'est également cette espèce de créature assez goguenarde et moqueuse à la Freddy. Mais pour autant, il n'est pas bavard comme Freddy. Et donc tout d'un coup, ce personnage qui ne parle jamais, qui est muet, qui fonctionne par mimique et par pause, c'est-à-dire qu'il est toujours dans le décalage par rapport à l'action autour de lui, pour moi, c'est une source à la fois de divertissement et d'angoisse que je trouve très forte. Et enfin, durant la première heure du film, il y a quelque chose que je trouve résolument brillant et passionnant. C'est, je crois, moi, le premier slasher que je vois qui se déroule dans un monde où les gens, parce que ce sont d'énormes teubés, parce qu'ils sont gavés de fausses cultures pop dévoyées, c'est un univers dans lequel les gens ont clairement iconisé leur tueur. Et donc le film commence dans un monde. Voyons Simon. Ce que j'allais dire, c'est Scream.
Ah bah non, ça n'a rien à voir. Bah Scream 2. Non, Scream 2, Scream 3, Scream 4, Scream 5. Attends, tu vas voir. Plutôt de l'avis de Simon sur ce coup-ci. Non, alors tu vas voir où je vais en venir. C'est-à-dire que Art le clown, il est désiré et désirable dans ce film. C'est une icône positive, si tu préfères. C'est une icône positive. Le tueur dans Scream, bah bien sûr que oui. Mais en quoi il est positif? Bah, tout le monde l'adore, tout le monde le trouve trop cool. Mais tout le monde dit tout. mais bien sûr que si. Il y a que le gosse chelou. Le gosse chelou, tous les gens autour. Tu as cette séquence de rêve incroyable où tout le monde attend l'avènement. C'est un rêve. Mais c'est un rêve qui justement est là pour caricaturer ce que tu vois dans la société alentour. Bref, et vous tenterez comme vous le fîtes pour Avatar, vous tenterez de griffer un petit peu mes arguments. Mais tout simplement, je trouve que ça crée pour moi un film qui est à la fois une espèce de bourrinerie, je veux dire, de fête de la saucisse sous Tranxène, comme j'en vois rarement sur grand écran. Tranxène, hein. Vraiment, c'est sous Tranxène qui est important en fait de la saucisse. Et en même temps, je trouve que c'est authentiquement une œuvre difficile à classer. J'ai rarement vu quelque chose comme ça, qui est véritablement excitante comme série B où il y a plein de jus à l'écran, et en même temps authentiquement troublante. Il y a 2 séquences de meurtre qui sont quand même complètement dingues, il faut bien le dire. Et enfin voilà quoi. Tu penses auquel en 2 mots sans trop spoiler? Je pense à un monsieur qui vend des trucs dans un magasin et qui a l'œil qui bouge. Et je pense meilleur ami de l'héroïne. Je pense à une jeune femme qui découvre qu'on peut se déshabiller, mais aussi se déshabiller avec sa peau. Et c'est pas facile. Mais j'ai une vraie question, Simon. T'as eu peur? Non, j'ai pas eu peur. J'ai eu des vrais moments de vertige un peu. Ah ouais? Ouais, des vrais moments de trouble en fait, tu vois, qu'est-ce que je regarde. Notamment, il y a une séquence de rêve, une séquence onirique où Art le clown va montrer que l'enfance, les enfants ça fait du bruit, ça peut s'arrêter. Et tout simplement, moi, c'est une séquence où je me suis authentiquement senti pas bien quoi. Ah ouais, ok. Alors, qui veut embrayer sur cet avis iconoclaste, Sophie? Bah, moi, Terrifier. Alors, Terrifier 1, tu parlais du budget du film. Le premier avait fait $30 000. Enfin, avait coûté $30 000. Ouais? Ouais, 30 000. Et c'était. Faut savoir que le réal, il fait des effets spéciaux à la base et il fait tous les make-up et tous les effets spéciaux lui-même. Et ça, c'est genre pour moi la grande force du film. Et la photo et le montage, enfin, il fait tout. Ouais, mais pour le coup, la photo et le montage ont assez peu d'intérêt dans le film, alors que les effets spéciaux sont cool parce qu'il y a quand même pas de photo, pas de montage, pas de réal et pas de jeu. Donc à partir de là. Mais c'est pas bien grave parce que en effet, moi, je suis un peu entre deux. C'est-à-dire que venant. J'ai bossé en festival de genre, j'ai même vu des trucs qui étaient trop cracra pour passer en festival. Réalisateur de Headless, si tu nous écoutes, je pense encore à certaines de tes scènes. Oui. Et donc c'était Bernard-Henri Lévy pour ceux qui ne le savent pas. J'espère pas. Un homonyme. C'est vraiment normalement le cracra un petit peu. Le cracra vraiment viscéral, mais surtout sans CGI, fait à l'ancienne, etc. Je trouve que c'est un vrai plaisir en fait. On retrouve une technique. Puis je peux pas ne pas imaginer à quel point ça a dû être un bon délire de le faire aussi. C'est un film où, peu importe ce que j'en pense, je pense qu'ils se sont vraiment marrés sur le plateau. Hey Bobby, tu ramènes du faux sang. Monica, c'est le moment d'enlever ta peau. Voilà, bref. Et donc, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez positif qui se dégage de ce film. Cependant, je trouve que c'est un chouïa trop gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune phase de réflexion ni dans le 1 ni dans le 2. Je dois bien remarquer que c'est quand même un exploit que le 2 soit moins sexiste que le 1, malgré le fait que l'héroïne soit quasiment toujours à poil, parce que dans le 1, il y a quand même un découpage d'une nana en commençant par la chatte, donc... ça s'est fait, hein. Voilà. Désolé, il n'y a pas d'autre mot. De toute manière, vous le savez, le film est interdit au moins de 16 ans. Notre chronique aussi. Non, vraiment, je suis d'accord avec toi, Simon. C'est un super boogeyman. Ça reprend plein de mimiques que j'adore du cinéma d'horreur, crasse-pouille et surtout faite avec le cœur et l'envie de changer un petit peu, de bouger les lignes. Cependant, ça fait 2h16. La fin. Ah oui, pareil. C'est un film qui, narrativement, va te dire tiens, je vais te poser plein d'éléments narratifs sur qui peut être ce clown, sachant que dans le 1, on te pose que c'est clairement pas un boogeyman et que c'est un mec qui se déguise. Et là, finalement, on passe dans un espèce de truc complètement métaphysique à la con, de passage entre les rêves et la réalité, avoir un monde un peu parallèle. Et je suis en mode... Film, tu ne sais pas te tenir parce qu'en fait tu n'as pas de scénario. Donc c'est dommage, tu es juste une succession de scènes dégueulasses, sans propos aucun, voilà, bref, genre en fait c'est tellement difficile de parler de ce film, tellement il n'y a pas grand chose à part. Les effets ce sont super cool. Mais on va en reparler parce qu'il y a des problématiques de distribution. Arthur, j'ai
écrit dans une discussion WhatsApp que l'on a tous les 5 autour de cette table un message du type « Je n'ai pas vu le premier, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de le voir avant de voir le 2 ?» On t'a répondu non. Non. Mais je l'ai quand même fait. Et j'ai eu très peur en fait en lançant le deuxième parce que le premier est absolument nul. Mais quand je dis nul, c'est que j'ai un petit peu de compassion pour L'Oréal en me disant c'est vrai qu'il a quand même fait du beau boulot avec le peu de budget qu'il a. Je savais pas 30 000, hein. 30 000 c'est vraiment peu. Le nombre d'effets spéciaux un peu gore, vraiment carton-pâte, je me suis dit c'est quand même costaud. Et donc ce côté carton-pâte moi m'intéresse, mais le problème c'est que c'est le seul truc qui m'intéresse. C'est écrit avec les pieds, c'est mal réalisé, ce n'est pas monté, c'est beaucoup trop long alors que ça ne dure qu'1h30, ça ne raconte rien, c'est d'une gratuité sans nom, d'une misogynie que je ne vais même pas nommer. Bref, moi le 1 je le vomis. Je lance le 2 avec, je sais pas du mépris, pas de la peur, juste une espèce d'indifférence. De l'appréhension un peu. Ouais, un petit peu quand même, en me disant putain je vais quand même infliger. Et là je vois la durée 2h18. Mais 2h18 ? Sauf qu'en fait, non, le 2 est un peu mieux que le premier. Il est un peu moins naze. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas naze quand même, mais il est un peu moins naze. Déjà, il y a une tentative d'écrire un récit, d'écrire des personnages. Ce qui n'est pas réussi, hein. Qui n'est pas réussi du tout, mais au moins il essaye. Il y a une tentative d'aller plus loin dans l'imaginaire et dans la violence. Pourquoi pas ? Ce que ça raconte, par contre, rien. Mais ok, moi ce qui me dérange, c'est que je vois le geste d'un petit malin qui se croit un peu sulfureux et qui en fait juste, et c'est terrible à dire parce que je trouve que tout l'artisanat autour est assez brillant, qui est assez amateur et qui est encore très amateur. Et alors oui, c'est intéressant de le voir sur grand écran, mais juste c'est mauvais, mais de A à Z sur tous les plans, à part le côté technique des effets spéciaux. Alors justement, c'est la question, puisque Terrifier 2, comme le disait d'ailleurs Simon, c'est un plaisir de vidéoclub. Je suis assez d'accord avec ça, c'est un plaisir de mauvais film de vidéoclub, comme on a pu en avoir plein. La question, c'est aujourd'hui celle de la distribution et de l'exploitation, puisque Terrifier 2 sort sur grand écran, avec nos camarades de la plateforme de streaming Shadows aux manettes. Sophie, pourquoi ? Est-ce que c'est un film qui a vocation à sortir sur le grand écran ? Est-ce que c'est un pari ? Comment se place Shadows là-dedans ? Raconte-nous un peu. Alors en fait, ça m'a juste passionnée. Donc moi, peu importe ce que je pense du film, en vrai, je suis contente qu'il soit sur grand écran. Et j'ai eu le même effet il y a pas longtemps, l'année dernière avec un autre film qui s'appelle The Sadness, qui est aussi distribué, parce qu'en fait Shadows ne distribue pas seul le film, en tout cas ne le sort pas seul en film, ils le sortent avec ESC qui de base est un distributeur de format physique. Ils font des beaux coffrets, DVD, Blu-ray, etc. Bref. Mais donc, normalement, pas de la salle. C'est le tout début de leur carrière de programmateur en salle. On peut préciser qu'il y a quand même un abîme entre Terrifier 2 et The Sadness. En termes de cinéma, de réalisation. S'il te plaît, quand même. Voilà, on a d'un côté un film respectable, de l'autre côté une pisserie gigantesque. Alors, oui et non. Parce que pour moi, les deux films, c'est un peu la même chose dans le sens où c'est des expérimentations. Il y en a une où il y a vraiment un peu plus de cinéma, c'est un peu plus tenu, on sent qu'il y a vraiment une direction d'acteur. Mais pour moi, les deux films sont la même chose. C'est vraiment, on pousse les potards au plus haut, que ce soit... Le potard de la violence de la violence, du gore et surtout de une volonté consciente, inconsciente, n'en sait rien, de créer du trauma, ou en tout cas, et c'est ça en fait, j'ai pu discuter avec le programmateur de chez ESC que j'ai appelé pour lui poser des questions, qui m'a raconté que eux, vraiment leur volonté c'était de faire de la nouvelle proposition de cinéma, c'est-à-dire qu'on sortait un peu des sentiers battus et surtout qu'ils voulaient créer une expérience mémorable. Parce qu'en fait, généralement, surtout en ce moment, et ça, pour le coup, je suis d'accord avec lui, hein, qu'on voit Annabelle 3, Saw 10, Scream 5, certains j'aime bien, en fait, mais on est sur un schéma, une routine de cinéma d'horreur qui est implantée dans le cinéma de distribution, en tout cas dans la distribution en France. C'est toujours les mêmes studios qui sortent les mêmes films, c'est toujours les mêmes qui vont sortir les Flanagan, c'est toujours Metro qui va sortir les mêmes Countdown et autres films d'exploitation un peu bis, c'est toujours Universal qui va sortir les Blumhouse. Et là, on a ESC et Shadows qui, eux, de base, essaient de proposer du cinéma d'horreur différent. Et en fait, sur Terrifier 2, ce qui me marque, c'est qu'en fait, le film, il sort sur 105 copies. Et c'est énorme. C'est énorme. C'est gigantesque. Oui, interdit au moins de 16 ans, précisons peut-être aux gens. C'est ça. J'en parlais, en fait, par exemple, juste... je crois, je suis pas exactement sûre du chiffre, mais on est à peu près sur 150 copies pour les Rascals. Plus ou moins, entre 130 et 160, je sais plus exactement, mais vous voyez la différence. C'est-à-dire que Rascal, c'est un film au moins de 12, avec une portée historique, avec quelque chose c'est un film en français. On peut dire c'est un film. Déjà, on peut dire que Toi, tu as vraiment perdu ton âme d'enfant qui tue des porcs épiques.
Et là, par exemple, je me suis demandé, mais comment on se lance sur ça ? Comment avec un film comme Terrifier 2, comment on y va ? Et en fait, c'est parce que aux États-Unis, déjà le 1 avait une mini hype, mais toute petite en salle, mais en fait le 2 a créé un buzz. Il est sorti parce qu'il y avait eu un énorme crowdfunding, donc il avait récolté $250 000. Du coup, ils avaient décidé de le sortir en circuit court pour pouvoir faire une sortie simultanée aux États-Unis, parce qu'en fait, il n'y a pas de chronologie des médias. Et en fait, ça a tellement pris qu'ils ont rajouté des salles au fur et à mesure des semaines, parce que l'expérience de... il y a eu des vomis dans la salle, il y a des gens qui se sont évanouis, et que du coup, c'est devenu... la recherche de l'expérience salle, la recherche du souvenir de cinéma, qu'il soit bon ou mauvais, c'est quelque chose qui a suscité une volonté à ESC et à Shadows de vouloir la partager en France. Et en fait, étrangement, il y a eu pas mal de salles qui ont dit « Ok, on y va ». Mais pour vous dire à quel point le secteur de l'horreur au cinéma en France est un secteur fragile, il se trouve que le positionnement de la date a été important. Ils ne pouvaient pas le sortir en même temps que Megan, notamment. Et là, il y a Metro... Megan, qui est le prochain James Wan. Qui est sorti, en décembre. Et qui est pas un James Wan. Non. Produit par James Wan. Qui est un Chucky, mais version... Oui, c'est ça. Voilà. Gassification. Chucky Sex Doll. Sauf que là, il y a La Proie du Diable, l'Emprise du Diable qui est sortie, qui est pareil, une toute petite sortie métro, parce qu'il y a eu très peu de communication. Mais en fait, il faut savoir que les pas très bien. Bah peut-être, je sais pas, je l'ai pas vu, mais en tous les cas, les exploitants se sont dit tiens, un petit film interdit au moins de 12 à une bisserie interdite au moins de 16, on va aller sur le moins de 12 parce qu'on a un quota d'entrée. Donc, pour moi, The Sadness, pourquoi ça arrive en France ? C'est parce que c'est un pari un peu innovant et que, est-ce que ça veut dire que les exploitants sont prêts à prendre un risque de passer aussi du cinéma innovant, quitte à dire, bah tiens, il y a une expérience unique qui va se produire dans ma salle, ça va forcément ramener des gens. Et en fait, moi, c'est tout ce cheminement-là qui m'a intéressée. Donc, et je voudrais terminer là-dessus. Je me fous bien de mon propre avis sur Terrifier 2. Genre, je trouve que c'est globalement raté, mais je suis admirative de la proposition de vouloir proposer aux spectateurs d'autres choses que des choses balisées et de pouvoir même, quitte à créer des traumas. Je trouve qu'en fait, on manque de films qui puissent ne serait-ce que susciter quelque chose. J'aime pas The Sadness non plus parce que je trouve que ça va au-delà du gratuit et que ça va dans le sexuel. Juste pour situer, The Sadness, c'est moins de 16 ans avec avertissement parce qu'il y a de la sexualité, alors que Terrifier 2 a eu que un moins de 16 parce qu'il y a rien de sexuel, à part qu'elle est à poil, mais globalement, il n'y a pas d'acte consommé, pas de viol, pas de violence génitale. Et donc, voilà pourquoi je voulais parler de ça, parce que j'admire vraiment beaucoup ce qu'ont fait ESC et Shadows, de se dire on fait un gros pari avec un film qui est pas facile et qui va beaucoup diviser, mais juste pour créer de l'expérience salle, alors qu'aucun des deux n'est un programmateur, un diffuseur cinéma de base. Arthur. Moi, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire, Sophie. Effectivement, je trouve ça assez audacieux et ambitieux et j'aime cette démarche-là, même si j'aime pas le film. Après, il y a deux trucs qui m'agacent. La première, c'est que je peux pas m'empêcher de voir, pas de la part de ESC et Shadows, je sais que c'est pas le cas, mais de la part de certaines salles, une espèce de volonté de surfer sur les jeunes, ils vont voir que des films d'horreur, même si c'est nul. Spoiler, souvenez-vous de Smile l'année dernière. Du coup, on va aller vers ça. C'est nul, Smile. Alexis, tu te souviens de Smile ? Ouais, mais je l'ai revu un chouïa à la hausse, pour être tout à fait honnête. Oh waouh. Moi, je l'ai vu dans l'avion. J'en attendais vraiment pique-pendre et j'ai trouvé ça. C'est lambda. Lambda, mais c'est un lambda qui tient à peu près la route le projet qui s'est fixé de A à Z. C'est pas anacroute, quoi, tu vois. Mais ouais, exactement. Mais le problème, c'est qu'il cartonne et qu'il a un bouche à oreille incroyable chez des jeunes qui disent que c'est exceptionnel, et ça, je ne capte pas. Je vois un côté un peu opportuniste, en fait, chez la part de certains. Et en plus, il y a un autre truc qui m'agace, c'est cette espèce de hype qu'on peut avoir de la part de spectateurs américains qui disent qu'ils n'ont jamais eu peur devant un film à ce point-là. Et je comprends pas, parce que je trouve que tous les effets horrifiques du film, en dehors du gore, sont totalement ratés. Aucun jumpscare ne fonctionne, et d'ailleurs je me demande si c'est même pas une volonté du réel de ne pas vouloir faire des jumpscares, auquel cas c'est bizarre de vouloir créer une tension qui n'existe pas, et à aucun moment moi j'ai eu peur. Il y a eu quelques effets rigolos, j'ai fait ah ouais quand même, ils sont allés un peu loin dans effectivement la manière dont ils coupent la jambe, mais c'est tout. Et quand on voit des gens qui tombent dans les pommes alors que ça se voit que c'est de l'artisanat, ça me plaît, mais ça se voit. Je trouve ça un peu surfait, alors que The Sadness c'était une vraie dégueulasserie qui m'a vraiment retourné le bide. Alors, je pense qu'il faut peut-être pas sous-estimer le poids que peut avoir la célébration, la dimension foraine du cinéma, c'est-à-dire d'être dans une salle. Terrifier, c'est un film dans lequel on crie, on hurle. Enfin, tu vois, si on est aux États-Unis, on applaudit, on gueule, et c'est là, dans cette espèce de fièvre, d'excitation, que tu peux avoir des gens qui vomissent ou qui s'évanouissent. Regarde un de mes concerts, c'est souvent ce qui arrive. Mais c'est pas notre culture, ça. Alors ça n'est pas notre culture. Par contre, je vais te dire, je sais pas du tout, je sais pas quelque chose que j'affirme, mais je me pose la question si ESC et Shadows n'ont pas pensé, par exemple, à ce que font depuis quelques
quelques années avec beaucoup d'intelligence et de réussite, plein de distributeurs qui vont sortir certains animés japonais, tu sais, sur un statut. C'est pas une sortie salle où ça va rester 3 semaines, un mois en salle, c'est, tu sais, une suite d'avant-première et où ils vont remplir le Rex, quelques grosses salles un peu partout en province, mais où, si tu veux, on est à chaque fois sur des produits d'ultra niche et où on constate que tu as des communautés de fans qui se fédèrent très fort et qui très fort filent regarder le film et justement est célèbre. Et je me demande si, tu vois, ESC et Shadows se sont pas dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à jouer sur le cinéma horrifique de l'ordre de l'événementialisation qui puisse un petit peu fonctionner sur un Terrifier. Eh bien, vous nous direz donc si Terrifier 2 de Damien Léon vous a effrayé ou exaspéré, tout ça dans les commentaires et avec évidemment des captures d'écran de la petite flaque que vous avez fait sur vos chaussures en sortant du cinéma. Allez, on passe à la suite. On sait tous que Copain d'avant c'est une mauvaise idée. D'ailleurs, je ne sais pas si le site existe encore. Je crois que oui. Pour avoir des vieilles photos. J'ai découvert avec horreur que j'avais un prof. Bah non, oui, non. Non. Tu l'as supprimé depuis. Ah bah bien sûr. Évidemment. Et du coup, je l'ai supprimé. Voilà. Marc Fitoussi nous fait la preuve, en tout cas, que Copain d'avant c'est une mauvaise idée dans son dernier film, Les Cyclades, où la très coincée Olivia Cott, en post-trauma de son divorce, accepte, poussée par son fils, de partir en vacances en Grèce avec sa très exubérante meilleure amie de collège, Laure Calamy. C'est pas parce qu'on était amis il y a 1000 ans qu'il faudrait à nouveau être inséparables. Je vais appeler une copine. Tu vas accepter ce divorce et tu vas te booster, ok? On a des Amazones. Les Cyclades de Marc Fitoussi, c'est donc la comédie solaire marketée pour lutter contre la grisaille hivernale. On est sur du gros feel-good movie de la comédie française. Plutôt pour, plutôt contre. En général, vous êtes plutôt éruptif sur ce genre de cinéma-là. Mais en l'occurrence, Sophie? Bah moi, c'est un petit oui. Voilà, c'est-à-dire que on y va... On y va en se disant, bon, on va avoir un wannabe Mamma Mia avec 3 actrices qui vont en Grèce, qui sont en Grèce, qui vont boire des cocktails sur la plage en essayant d'oublier que le temps a passé. Et en fait, non, c'est pas complètement ça. On va déjà aborder tous les problèmes, c'est que c'est un film qui manque cruellement de mise en scène. Et à la limite, c'est un gros débat qui se passait entre ma tête et moi, qui était... Il y a plein de gens en fait qui n'en ont rien à foutre de la mise en scène du moment que l'histoire est à peu près tenue. Et je pense notamment à des gens en soi que j'apprécie beaucoup, genre ma grand-mère. Et là je me disais, en fait l'histoire est plutôt mignonne. Et c'est surtout une histoire mignonne bien interprétée avec des comédiennes qui sont au final... suffisamment impliquées pour donner du corps à leurs personnages qui ne sont pas si clichés que ça, c'est-à-dire que moi j'aime bien cette espèce de complémentarité qu'il y a entre Arthur arrête de regarder avec des yeux comme j'ai des très gros yeux là qui regardent ce film parce que je suis exaspéré moi par le film. Vas-y. Non mais c'est en fait j'aime bien le personnage de Laure Calamy parce que elle déjà elle se donne à fond dans son rôle et je trouve qu'elle est très appréciable. Mais en fait ce personnage est complètement brisé de base et on l'apprend au fur et à mesure du film, sauf que tant qu'on est au travers du regard très borné d'Olivia Cott, on ne voit pas qu'en fait cette personne-là est brisée parce qu'elle n'a jamais voulu le voir. Et en fait cette espèce d'amitié progressive... moi je la trouve assez touchante. Il y a même un moment où j'ai eu une petite mes yeux sont devenus un petit peu humides, je me suis dit tiens c'est pas à cause d'une petite bronchite, une petite rhinite, mais même pas, genre vraiment j'y allais avec les fourches en me disant je suis pas le public cible et c'est vrai, ça je peux pas l'enlever. Genre je l'ai regardé, je me suis dit est-ce que je le conseille à ma maman ou à ma grand-mère, et je dis ça avec tout l'amour et le respect que j'ai pour elles, c'est juste qu'elles sont la cible, moi non. Parce que déjà, les personnages ont des problématiques qui ne sont globalement pas les miennes. Moi, j'ai pas un enfant qui quitte la maison. Moi, j'ai pas potentiellement des problèmes de santé liés à ma féminité. Bref, il y a plein de choses qui ne sont pas de mon spectre de vision, d'analyse de ce type de scénario. Et donc, du coup, je regarde ça d'un œil agréable. C'est joli, ça se passe en Grèce, la mise en scène est complètement osef, mais au moins le paysage est joli et les actrices jouent bien. Et est-ce que des fois c'est parce qu'on demande à une comédie française en fait, genre, et je dis comédie avec des gros guillemets parce qu'en fait je trouve pas que le film soit drôle, je trouve que le film est plutôt touchant avec des petits moments un petit peu mignons et je trouve que ça suffit.
Je vais essayer de retenir Arthur qui bout au bout de la table. Alexis, ce type de cinéma populaire, de comédie, de comédie, oui, vraiment marketé comédie solaire, anti-grisaille de début d'année, puisque c'est le cas. Écoute, je trouve pas le film désagréable à regarder. Fondamentalement, je trouve déjà qu'il y a effectivement une idée d'écriture qui est assez séduisante, qui est l'idée que petit à petit, tu comprends que ces personnages-là, ces personnages féminins-là, il y a un secret, il y a quelque chose, une espèce de conflit qui a jamais été verbalisé, qui a jamais été souligné, et qui va devoir faire retour pour que l'amitié puisse persister. C'est cucul-à-praline, on va pas se mentir, mais dans le cucul-à-praline, c'est pas trop mal introduit, et on a 3 actrices que je trouve pour le coup vraiment dans le ton. Néanmoins, de 2 choses l'une. Premièrement, c'est pas ce que moi j'appellerais du cinéma. Mais là, c'est ma conception personnelle, parce que pour moi, le cinéma, c'est un art avec ses propres codes esthétiques, ses propres éléments de langage. Et là, il n'est pas question de ça, donc c'est pas du cinéma. Donc c'est quoi, c'est un téléfilm, Oui, c'est un téléfilm qui a Enfin... Sans remettre le couteau dans la plaie, Avatar 2, c'est pas du cinéma non plus. Si. Bah non. C'est même plus que du cinéma. Bon. Mais voilà, quand même. C'est ça, tous. Non mais en fait, pour moi, ça n'est pas du cinéma au sens strict du terme, c'est-à-dire que c'est pas, j'y vais pas pour la mise en scène. Par contre, il y a quand même moi un truc qui me chagrine là-dedans. On parlera tout à l'heure de Un jour sans fin, puisque Un jour sans fin ressort cette semaine en Blu-ray 4K. Un jour sans fin, c'est une comédie dont le principal enjeu est d'être drôle. Et pas nécessairement d'être drôle formellement. C'est bien emballé, voilà. Mais c'est pas un film qui est une œuvre de cinéma éclatante, spectaculaire. Et pourtant, il y a une scène de course-poursuite dans le film où c'est une vraie voiture et c'est tourné avec des vraies bagnoles. Il y a une vraie poursuite et il y a un moment où la bagnole tombe dans une carrière et explose. Et c'est une vraie voiture qui tombe dans une vraie carrière et qui explose vraiment. Là, dans les Cyclades, il y a un moment, alors que pourtant il tourne l'intégralité du film en Grèce, il y a un moment où il tourne dans une voiture sur fond vert. Et le fond vert est mal éclairé, donc l'accostation ne fonctionne pas et c'est hideux à regarder. Ça me pose vraiment problème. C'est-à-dire que même si on n'a pas, de la part de Marc Fitoussi, une approche de cinéaste qui comprendrait le langage cinématographique et qui aurait envie de s'en servir pour raconter quelque chose, la moindre des choses, c'est que techniquement, le film soit emballé comme il faut, de A jusqu'à Z, quoi. Et moi, c'est ça qui m'embête. Et j'ai le sentiment, fondamentalement, que tout ce qu'on peut voir de positif dans les Cyclades, à côté de ces quelques séquences-là qui posent problème, fondamentalement, c'est du nivellement par le bas. C'est juste parce que le niveau général du cinéma de divertissement et du cinéma comique français est tellement catastrophique que là, d'un coup, on a un film où, d'un point de vue d'écriture, c'est pas trop dégueulasse. D'un point de vue de jeu d'actrice, ça fonctionne plutôt bien. Et d'un seul coup, on en vient à plébisciter ce film-là. Plébisciter Non mais n'exagérons rien. Non mais en définitive, c'est le cas, tu vois. On en vient à se dire, écoute, oui, c'est un bon moment, avec des bonnes actrices qui jouent bien. Tu dis, oui, mais ça devrait être le b.a.-ba du cinéma de divertissement, et c'est pas le cas. Donc en fait, c'est un film qui, sur l'instant, n'est pas désagréable à regarder, mais après, quand il pense, c'est un révélateur d'à quel point ça se casse la gueule quand même, de manière générale. On se disait toutes et tous avant ça que si la comédie française ressemblait plus aux Cyclades que au reste et à d'autres films que je vous laisserai le soin de trouver par vous-même, on serait plutôt plus content. C'est vrai que ça devrait être la base, Simon, et on se réjouit peut-être un peu trop parce que le reste est tellement crade que ça sort un peu du lot, quoi. Mais alors, oui, j'abonde dans vos sens. J'essaye de trouver une tournure obscène à ma dernière phrase, mais j'y arrive pas. Non, tout simplement, les Cyclades, c'est étonnant. Comme vous l'avez dit, je ne passe pas un mauvais moment. Par contre, je passe un moment un peu long quand même. Ça dure 1h52. Et, oui, c'est long. C'est trop long. Ça tire un peu à la 2h18, Terrifier 2, on va se calmer sur la longueur des films. C'est pas faux. Ouais, mais enfin, ça reste trop long quand même. Enfin, si tu veux, entre Art le Clown qui fait les carisseurs scatophiles et Christine Scott Thomas qui fait. Tu vas trop dedans. Attention, c'est glissant ça. C'est hyper glissant. Je me permettrai pas de parler comme ça de Christine Scott Thomas, mais ses propos vous. Qui a rarement été aussi belle. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Mais qu'est-ce que Laure Calamy est belle. Dommage qu'elle Même joue pas. Olivia Cott, elle est belle tellement elle joue bien. Et non, vraiment, les trois, moi je trouve que ces trois comédiennes, elles sont assez formidables dans le film. Elles transcendent un peu un élan d'enthousiasme qui nous a un peu surpris. On est tous un peu accrochés au rideau. Ouais, mais je tente. Mais de c'est vrai faire qu'elles sont magnifiques toutes les trois. Elles sont et Christine Scott Thomas, Scott Thomas, c'est pas mal. Non, mais vous entendez bien que je suis handicapé aujourd'hui, que j'ai du mal à parler. Alors merde. Non, voilà, tout ça fait que le film se regarde sans déplaisir. Néanmoins, vous avez dit rapidement, ouais, il y a pas de mise en scène. Mais attendez, c'est pire que ça. C'est-à-dire que j'ai rarement vu une mise en scène aussi plate.
C'est pas que c'est loupé, c'est pas que c'est dégueu, c'est pas que. Non, mais vraiment, c'est inexistant. C'est Oui, y a pas de inexistant. mise en scène. Il y a des moments, moi, c'est le premier dialogue quand elle se retrouve dans un restaurant indien où je me suis dit, genre, oh là là, je crois que je n'ai jamais vu de chant contre chant aussi égaux, aussi incroyablement plat. Mais imagine un peu, c'est comme si Victor Hugo te disait, tiens, moi je vais faire Les Misérables, mais que avec des pronoms indéfinis et des virgules. Et c'est chaud cacao, quoi. Ah, la comparaison est incroyable. Chaud cacao, pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est une chanson d'Annie Cordy. Paix à son âme. Donc voilà, ça n'est pas un film désagréable, c'est un film de Marc Fitoussi et tout ça pour ça, quoi. Arthur, plutôt Terrifier 2 ou plutôt Les Cyclades? Si tu devrais revoir Tu un sais des quoi deux films. Eh ben, je crois que je reverrai Terrifier. Ah ouais. Oh waouh. Mais déjà, j'ai pas la même expérience que vous. Moi, je l'ai vu dans un festival début septembre, mi-septembre, à Valenciennes. Et il y avait Marc Fitoussi juste devant moi. Ah. Et j'avais une présentation par Marc Fitoussi. Et il y avait une espèce d'attente. On ne connaissait rien du film. Et je me suis dit, chouette, Laure Calamy, je l'adore. Non, j'en peux plus qu'on donne à Laure Calamy tout le temps le même rôle. C'est pas vrai, de la c'est petite pas fofolle. vrai, c'est pas vrai. Totalement vrai. Non. Laure Calamy, on la catégorise comme l'actrice qui peut faire la petite fofolle un peu rigolote mais un peu touchante. Et elle fait tout le temps la même chose. Et ça me rend triste pour T'as elle vu parce que C'est faux dans Les Origines du Mal. Et c'est faux Eh dans ben, Les Origines oui, du Mal, Les c'est Origines faux du Mal. dans À temps plein. Annie Plein Colère. Mais cette image. Pardon, désolé. Bon, Christine Scott Tomate, t'inquiète, j'ai fait le pire de la mais séance. Vous voyez ce que je veux dire, c'est l'archétype même du rôle qu'on propose de base quand on écrit ce personnage. C'est qui pour le jouer Laure Calamy, ok. Alors qu'on sait qu'elle peut faire d'autres choses. L'année dernière, elle nous a fait, même si Simon n'aime pas, Annie Colère, elle a fait à l'origine du mal, elle a peu proposé d'autres choses. Je trouve que là, c'est la catégoriser dans un truc ça m'exaspère. En Mais fait, Laure justement, Calamy, ça fait je 3 regarde le films film. qu'on l'a pas vu, genre être Mais un petit peu. super, j'en peux plus, on l'a vu 5 fois cette année. Proposez-moi autre chose, proposez-moi quelqu'un d'autre pour le jouer. Là, je regarde le film, elle m'exaspère première seconde. J'ai envie de la gifler première seconde. C'était horrible. La scène du restaurant indien, elle est horriblement cringe, pas volontairement. Si ça avait été écrit pour me générer cette sensation, ça aurait été brillant. Ce n'est pas le cas. T'es censé rire devant la scène. À la décharge du film, le fait que le personnage d'Olivia Coate aille se réfugier aux toilettes pour ne pas faire une crise de panique, prouve bien que la caractérisation du personnage de Calamy est volontairement cringe et volontairement dérangeante. Pas cringe. Non, si, quand même. Too much, mais pas cringe. Non. Mais si, elle est cringe. Si, elle évite de lui répondre. Elle a 40 balais, elle se comporte comme une adolescente de 16 ans qui vient de débarquer à Paris et qui a pas de taf. Enfin, elle est volontairement caractérisée comme un personnage cringe. Bah oui. Et justement, tu découvres au fil du film pourquoi. C'est peut-être le seul truc qui, moi, m'a fait rester jusqu'au bout. En fait, le problème, c'est que malgré tout, moi, je trouve qu'il y a une Enfin, je peux pas m'empêcher d'être agacé à chaque minute du film qui passe devant mes yeux. Je peux pas m'empêcher d'être agacé par ces personnages-là que je trouve à aucun moment un peu crédibles, par cette histoire dont je me fous complet, par ces paysages qui n'arrivent même pas à être vraiment beaux. Enfin, je n'arrive pas à être touché une seule seconde. Tu parlais d'œil mouillé, c'est normalement ma spécialité. Et mes yeux, ils allaient plus vers le haut de mon crâne tellement je remontais les yeux qu'autre chose. Vraiment, ce film m'a agacé. Ouais, mais tu vois, il a une toute petite qualité, tu vois. C'est notamment au milieu du film, il y a Christine Scott Thomas qui, genre, justement, dit à cette nana divorcée, etc. Mais genre, mais envoie-toi en l'air. Genre, ce qu'on dit dans tous les films, genre, ever qui parlent de ce sujet à des plus de 40 nerfs. Mais genre, va baiser avec le premier qui passe. Genre, c'est le film post-rupture par excellence. Et normalement, ça se conclut par une nana qui, genre, parce qu'elle a retrouvé un mec, va mieux. Et le film ne part pas dans ce travers-là. Et déjà, je dois vraiment lui reconnaître ça. Mais ça en fait pas une qualité pour autant. Non, mais pour conclure, moi, je partais exactement dans ta position, c'est-à-dire de me dire ce film va m'exaspérer, c'est tout ce que je déteste. Et personnellement, j'ai pas passé un trop mauvais non plus moment, mais bonne résolution 2023, on a dit que je donnais pas mon avis sur les films, donc on va s'arrêter là. Les Cyclades de Marc Fitoussi. Pauvre Marc Fitoussi qui voyait la lumière au bout du tunnel, là. Il la voyait. Est-ce que vous avez envie de partir en vacances avec Laure Calamy à Amorgos, pour ou contre? Vous nous dites tout ça en commentaire. Et d'ailleurs, en actu, Simon, les Cyclades, peut-il aider le cinéma français à remonter la pente? Où est-ce qu'on en est? On fait un petit point avec toi, niveau entrée, distribution, production en ce début d'année. Oui, j'avais un petit peu envie parce que ces derniers jours, ces dernières semaines, on a vu, comme on le voit déjà depuis des années, mais mon sentiment c'était... on a vu avec un petit peu plus de violence et de bêtises que d'habitude, ce qui n'est pas évident, pas mal de commentateurs un peu avinés du cinéma français nous expliquaient que encore mal placé pour parler, excuse-moi, sur le commentateur un peu aviné. It takes one to know one. Et je suis très bien placé pour reconnaître les commentateurs avinés. Et donc, bref, on a vu
comme d'habitude, mais encore une fois, j'ai envie de dire avec un peu plus de violence que d'ordinaire. Les commentateurs habituels nous expliquaient que le cinéma français, mais quelle honte, il dégorge de subventions, il ne fait aucune entrée, il ne marche plus, de toute façon la salle est en train de mourir, gna 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 gna. Alors quelle est la situation ? Eh bien c'est bien parce qu'on sait un petit peu, on a maintenant un petit peu des chiffres, un petit peu de recul, alors que ceux qui nous écoutent se rassurent, je ne vais pas vous abrutir de quantité de stats, juste vous donner quelques ordres de grandeur à tous ceux qui ont suivi quelques comptes sur les réseaux sociaux qui expliquaient que si on faisait une moyenne du nombre d'entrées par nombre de films français, ça faisait vraiment très peu d'entrées par film français. Dites-vous bien que le cinéma français a dépassé en 2022 les 40% de part de marché. C'est énorme en fait, c'est très important. C'est-à-dire que paradoxalement, oui, le fait est qu'on a sorti 255 films français en 2022, et je compte même pas les films qui ne sont pas à majorité française, mais qui sont d'initiative française et des coproductions européennes. Donc dites-vous bien que oui, là-dedans il y a des films qui font peu d'entrées, mais il y a des films qui sont calibrés parce qu'ils parlent à un tout petit public, c'est pas en soi un problème. Par contre, 40% de part de marché pour le cinéma français, c'est une excellente nouvelle. Et en revanche, ce fameux cinéma américain qui ne serait pas, contrairement à nous, un cinéma social grisâtre, woke, LGBT, islamo-gauchiste, figurez-vous que ce cinéma il s'est écroulé. Il est passé sous les 30% ou quasiment juste autour des 30% de part de marché, ce qui n'est pas arrivé en France depuis des années. Et que ceux qui se diraient bah oui, c'est parce que du coup les films sortent maintenant sur les plateformes. Non, concrètement, tous les potentiels champions de box-office américains sont sortis sur grand écran. Il n'y a quasiment pas eu, ou alors de manière extrêmement marginale, on va dire de déprédation, de déperdition de sorties américaines en 2022, contrairement aux années de Covid et de fermeture des salles. Donc si vous voulez véritablement, il y a bien effectivement, et je ne vais pas professer la fatigue du blockbuster, la fatigue des super-héros ou quoi que ce soit, parce que ce serait trop imprécis et trop incantatoire. Néanmoins, on a bien vu en 2022 une vraie fatigue du grand public sur le cinéma américain. Bien plus que sur le cinéma européen et sur le cinéma français. Donc voilà, je voulais rappeler un petit peu ça, parce que ça me semblait important de dire qu'au contraire, notre cinéma a été plutôt, dans notre territoire, très dynamique sur cette année 2022, n'en déplaise aux tristes cires qui rêvent sans cesse de le voir disparaître. En revanche, non, il y a un sujet qu'on doit prendre un peu à bras-le-corps, parce que là, il y a un sujet d'inquiétude, c'est à l'étranger. Jusqu'à présent, le cinéma français est toujours un cinéma extrêmement puissant à l'étranger, c'est le troisième marché mondial, deuxième ou troisième marché mondial, c'est vraiment un gros machin, encore une fois, n'en déplaise aux tristes âmes et aux tristes cires qui disent ah là là, dis donc, vous avez vu comme les autres font mieux que nous. C'est pas vrai, on est le premier cinéma européen et on doit être le deuxième ou troisième cinéma mondial. Néanmoins, les chiffres d'Unifrance, qui s'occupe de la promotion et de la visibilité du cinéma français à l'étranger, a révélé une baisse tout simplement, 57% d'entrées en moins à l'étranger sur 2022 pour le cinéma français. Alors, bon, il faut savoir qu'il est dans une situation un peu particulière parce que tous les autres pays n'ont pas repris on va dire une activité des salles aussi forte que la nôtre. Tous les pays n'en sont pas au même endroit post-pandémie. Les productions françaises non plus. Et puis en plus, parce que la vie fonctionne par cycle, tout n'est pas tout le temps égal. Il y a eu ces dernières années quelques films à la balle perdue, par exemple, dont on aurait pu raisonnablement se dire qu'ils auraient été produits ou distribués par des EuropaCorp, par exemple, il n'y a pas très longtemps, qui là sont allés directement sur des plateformes, tandis que la production française, si elle a brillé, ça a plutôt été sur les festivals internationaux, de Festival de Cannes en Festival de Venise, de Saint-Omer en Titane. Enfin voilà, la production de ces derniers mois n'a pas été une énorme production de blockbuster international, même si on reste les premiers en Europe, même si les films français cartonnent toujours très fort en Espagne, en Allemagne, en Italie. Voilà, il y a eu une grosse baisse de fréquentation à l'international sur les films français. Peut-être qu'il faut réfléchir, penser un petit peu au rôle, au statut, à la mission d'Unifrance, parce que je voudrais rappeler un truc tout bête, pensons un peu francophonie. Il y a 200 millions de personnes, grosso modo, qui parlent français dans le monde. C'est-à-dire qu'on a un bassin de public bien au-delà, et sans parler du Japon, des États-Unis, de l'Angleterre, etc., et de l'Europe en général. Avec 200 millions de francophones, on doit pouvoir penser et repenser l'exploitation de 321 millions de francophones. Encore plus, donc non mais donc tu vois, comme quoi je voulais vérifier, ça me paraissait pas beaucoup. Ouais, mais donc voilà, on a un bassin potentiel d'exploitation de nos films et donc de soft power qui est extrêmement important. Donc voilà, peut-être qu'il faut réfléchir un petit peu à tout ça, je le dis rapidement. Et enfin, quand bien même on souligne souvent que la salle va mal, elle va mieux en France que presque partout ailleurs dans le monde, vu que grosso modo, partout ailleurs dans le monde, on observe encore aujourd'hui des baisses de fréquentation qui sont entre 40 et 50%. En France, on se stabilise, on est aux alentours de 27%. Alors Avatar 2 va dans le bon sens saloper totalement ces chiffres, mais il faut bien se garder d'y voir un changement de situation. Mais en gros, juste avant Avatar 2, on est à moins 27% de fréquentation et avec une fréquentation en hausse constante sur les deux mois précédents, ce qui laisse à penser qu'en réalité, la France va être beaucoup plus résiliente en matière de salles de cinéma qu'on ne pouvait le redouter. Et donc voilà, c'est aussi une bonne nouvelle.
Moi, j'avais juste une info transverse, pas vraiment liée, en même temps un peu liée, parce que j'ai vu ça hier dans certains médias, mais pas beaucoup, et je trouve l'info assez folle. Pour la deuxième fois consécutive, l'UGC de Léal, qui est le cinéma central de Paris, est le cinéma le plus fréquenté au monde. Non, mais pour dire, avec 2,2 millions d'entrées, c'est le cinéma qui est le plus fréquenté au monde. Alors même qu'on sait qu'il y a des complexes énormes aux États-Unis, on sait que c'était aussi le cinéma qui détient le plus de salles d'Europe. Voilà, pour dire qu'effectivement le marché français, c'est au-delà de ça aussi pour les grands distributeurs américains aussi importants. Voilà, juste... Coucou Black Panther. Eh bien, merci messieurs. Après les chiffres, maintenant les lettres. Consonne. Voyelle. Consonne. Waouh, Laurent Romeshko doit nous détester. Ah merde. Zéro réactivité. Zéro, nul, vraiment. Mais c'est parce que moi, je regardais ça à la télévision à l'époque où j'avais encore une télévision quand il y avait de l'électricité chez moi en 1921. Bref. Direction Rome, années 70, c'est-à-dire 40 ans après ma naissance, face à un couple déclinant, Clara, interprétée par Penelope Cruz, va se retourner vers ses 3 enfants et notamment son aînée adolescente pour tâcher de retrouver goût à la vie. Come ti chiami? Andrea. Adri pensa di essere figlia di un alieno nello spazio. Ma tu non sei preoccupata? A me non mi preoccupano le fantasie dei bambini. Mi preoccupano di più le fantasie degli adulti che pensano di essere ancora bambini. Lo stupore della notte. Sei andata oltre le canne? È pericoloso, sai? Soprattutto per te e per quell'amica tua. Smettetela! Siete voi che fate preoccupare mamma. L'Immensità d'Emanuele Crialese, réalisateur de l'excellent Respiro, qui a 20 ans déjà. Alors, l'Immensità, est-ce que c'est aussi immense que Respiro? Qui veut commencer, Alexis? Alors non, je considère pas l'Immensità comme un film immense. Néanmoins, c'est probablement l'un des films les plus intéressants de la semaine. En fait, le gros problème de l'Immensità que je vais évacuer tout de suite, pour moi, on est sur l'archétype d'un film d'auteur qui est un petit peu trop pensé, un petit peu trop cérébral, et qui du coup va passer beaucoup de temps à se poser des questions strictement formelles, des questions de cadre, des questions de plan, ce qui sont des bonnes questions, hein. Il a raison de se les poser, Emmanuel Crialese, et il n'y a aucun doute sur le fait que le film est un film de cinéma. Là, pour le coup, on n'est pas dans les Cyclades, quoi. Il y a des plans qui sont marquants. Là, on est à Rome, c'est la Grèce. Rome, c'est l'Italie. Oui, mais on reste sur de la Méditerranée. On est quand même, à l'échelle du monde, on est quand même sur la même zone géographique. C'est le moment où Simon fait un accent. C'est le moment où Simon fait un accent, normalement. Ma fanculo, il veut pas dire les entre nous, la comme ça. Ça m'a fait wow. Merci. Le parrain 2 à mes yeux. Le parrain 2. On y retourne. Alexis. You broke my heart, Fredo. Bref. Non, en fait, évidemment... Le film est formellement super intéressant et c'est pas de la forme qui est gratuite, c'est de la forme qui est travaillée par quelque chose par une portée psychologique, par une portée on va dire presque par instant métaphysique sur qu'est-ce qui se passe quand une famille explose sans exploser, qu'est-ce qui se passe quand le noyau familial se disloque et que pourtant le schéma familial traditionnel se maintient malgré cette dislocation. Ça, c'est un paradoxe qui est intéressant et que le film creuse. Le problème, c'est que il est un peu, paradoxalement, ironiquement même, j'ai envie de dire, aveuglé par cette envie de créer de la forme cinématographique, et il en vient par passer à côté de l'émotion amenée par le parcours de ces personnages et par leur caractérisation, et ce qui l'amène en définitive à être un film que je qualifierais de monocorde. C'est-à-dire que si l'Immensità était une œuvre musicale, ce serait une œuvre musicale probablement extrêmement épurée, avec juste quelques notes, très peu d'harmonie, très peu d'orchestration, quelque chose qui, en définitive, est compliqué à écouter sur la durée. Là, c'est un peu la même chose. L'Immensità, c'est compliqué de rester accroché au wagon parce que le film manque de variation, manque d'intensité, manque, en définitive, d'une bonne dose d'émotion, alors que pourtant, et c'est particulièrement palpable avec le personnage de Penelope Cruz, il lorgne ouvertement du côté du mélodrame, et d'un mélodrame qui est presque une variation autour de deux grands cinéastes que sont Rainer Werner Fassbinder et celui qui a influencé Rainer Werner Fassbinder, qui est l'américain Douglas Sirk, même s'il est en vérité pas américain mais européen. Mais le truc, c'est que cet héritage du mélodrame n'est finalement distillé que par petites touches, à l'occasion de quelques séquences où le personnage de Penelope Cruz a vraiment l'occasion de développer justement cette fibre traumatisée, cette fibre brisée. Et le reste du temps, c'est une chronique familiale, intéressante à regarder esthétiquement. On en tire un certain plaisir à voir des jolis plans de cinéma, de la belle lumière, de la belle cinégénie.
mais pour moi, il y a un cœur émotionnel qui est manquant. Sophie, pour Alexis, c'est du Steve Reich. Pour toi, on est où ? On va faire une comparaison musicale. Oula, bah moi j'allais faire de la comparaison cinématographique parce que pour moi le film, même si on est sur un réalisateur qui sait exactement où il va, n'est pas sans volontairement ou non faire de la presque citation cinématographique. C'est-à-dire que y a pas mal de moments où on est quasiment sur du copier-coller, avec une mise en scène assez différente, mais de plans qui viennent de Tomboy de Céline Sciamma, d'autres où on a par exemple une pluie de vêtements qui ressemble fortement à Laurence Anyways de Xavier Dolan, ou encore une scène de repas familial qui ressemble très fortement à une scène qui est dans Crazy de Jean-Marc Vallée. Donc moi, ce sont évidemment des références qui me plaisent, qui me parlent, surtout que là où je rejoins Alexis, c'est que le film manque clairement de climax, non pas d'intensité, mais d'une structure narrative qui soit cinématographique. Et plus j'y repense, et plus je me demande à quel point c'est volontaire d'avoir fait au contraire le fait que la vie, des fois, met beaucoup plus de temps que le temps d'un film pour se résoudre. Peut-être qu'en fait, les solutions ne sont pas solutionnables, que les problèmes ne sont pas solutionnables, parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup parlé de l'histoire, qui est notamment composée au moins de 2 grands axes, qui est la violence conjugale au sein d'une famille très catholique italienne, et le questionnement identitaire et sexuel d'une adolescente, un adolescent. En fait, ce qui est un peu perturbant par rapport à ça, c'est parce que le film se passant dans les années 70, il y a un vocabulaire qui n'est pas utilisé. On ne sait jamais vraiment comment, même encore nous, on peut le nommer, sachant que le personnage lui-même ne peut pas encore s'inclure dans un mouvement de pensée ou juste... on lui a pas encore donné le vocabulaire pour dire, par exemple... les outils, oui. On lui a pas donné les outils, donc nous, même en tant que critique, c'est un peu compliqué de parler du personnage d'Andrea. Et en fait, tout ça, on a envie que ça explose parce qu'on est habitué à une forme de cinéma où notamment la question de l'identité, du genre sont des problèmes conflictuels. Hein. Pour moi, c'est de là que vient la référence à Laurence Anyways, c'est qu'on va sur... mais j'ai l'impression de plus te connaître, comment tu vas évoluer, comment la société va te voir. Et en fait, c'est des choses qui sont complètement enlevées de ce film-là, de l'Immensità, parce que en fait, le film se passe sur quoi ? Sur un mois, peut-être même pas. Et en fait, c'est pas des soucis qui peuvent se résoudre sur une temporalité comme ça, surtout dans une famille catholique des années 70 à Rome. Donc, on a ce côté, la mère l'aime, elle a envie de soutenir son enfant et c'est normal qu'il y ait un petit rejet de la part de la famille parce qu'il y a une non-compréhension. De toute manière, on genre au féminin et c'est évident parce qu'il n'y a pas de question à se poser. Enfin, la famille réagit comme ça. Mais en même temps, où est-ce qu'on veut vraiment que ça aille ? Est-ce qu'on a vraiment envie qu'il y ait une grosse explosion et que ça soit d'un coup cliché ? Je suis en fait très, très mitigée parce que d'un côté, en effet, le film est un petit peu chiant. Et en même temps, est-ce que c'est pas hyper intéressant d'avoir fait ce parti pris ? Je me pose encore la question. Arthur. Pour moi, c'est pas un parti pris, pour moi, c'est un truc qui est un peu raté. Je trouve le film, je suis d'accord avec vous, hein, esthétiquement très réussi, avec une vraie mise en scène, une vraie volonté de bien savoir faire du cinéma. Moi, j'ai un vrai problème, et là-dessus, je crois que je suis un peu aux antipodes de ce que vient de dire Alexis. Pour moi, si c'était une musique, au contraire, ce serait une chanson avec 12 instruments en même temps qui font une cérémonie, une mélodie différente et où du coup plus rien n'a de sens. Pour moi, c'est un film qui raconte trop de sujets et trop de choses et qui ne sait pas choisir ce qu'il veut raconter. Il te dit je vais te raconter, pour moi il te dit je vais te raconter le parcours de cette gamine qui sait pas trop qui elle est. Mais je veux aussi te parler des différences de classe sociale qu'il peut y avoir parce qu'elle va tomber amoureuse d'une personne du voyage. D'une gitane. Mais je veux aussi te parler de ce que c'est que l'amour mère-fille. Mais je veux aussi te parler de la violence conjugale. Mais je veux aussi te parler de l'amour entre un mari violent et sa femme. Mais je veux aussi te parler du fait que l'amour entre la mère et la fille est limite incestueux. Et puis je veux aussi te parler du fait qu'il y a un fils qui a un problème. Et puis je veux aussi te parler de ce que c'est que l'Italie des années 70. Et puis je veux aussi te remettre tout ça dans un contexte. J'en peux plus choisir un sujet, mec. En fait, vraiment, je l'ai pris comme tu me parles de trop de choses en même temps. Donc on est sur du Schoenberg, sur du dodécaphonique. J'ai pas la Dodécaphonique, c'est le deuxième mot que vous retiendrez pour la leçon de la semaine prochaine dans votre carnet. Ma seule ref là, c'est le Pee Wee Herman Show avec The Word of the Day is. Franchement, avec une vanne asiatique, pareil, vous êtes sans doute trop jeune pour connaître ça. Moi, j'ai un problème sur ça, sur le fait que je trouve que même si évidemment que le personnage principal est cette gamine et sa mère, il y a trop de choses à aborder, le film est trop long et me parle de trop de choses et j'aimerais couper. Et en plus, moi j'ai un autre grief qui est un petit grief, hein, mais je peux pas m'empêcher de voir un cinéaste amoureux de son actrice. Pourquoi pas, hein ? Mais on a déjà des films où le cinéaste est amoureux de Penélope Cruz et en fait,
Tu peux pas faire aussi bien qu'un Almodovar à ce niveau-là. Et moi, je peux pas. Il est obsédé par le fait de filmer Penélope Cruz le plus près possible, la mieux maquillée possible. Elle est tout le temps sublime. Même Alors, quand rien elle ne va. est tout le temps sublime, point. En fait, peu importe. Moi, ça m'a pas choqué parce Oui, qu'elle mais- est toujours magnifique. Oui, mais t'as pas l'impression d'être face à quelqu'un qui te dit oh là là, regardez la chance que j'ai de tourner avec une femme aussi belle. Mais moi, ça Tout me- le temps. Pourquoi tu dis ça en prenant l'épaule de Simon? Parce que c'est la personne qui est la plus proche Ah, de moi. d'accord. Ça aurait été Sophie, j'aurais pris l'épaule de la même manière. Non, et juste, voilà, moi C'était j'ai pas mon épaule. je peux pas m'empêcher de me dire que ce truc va même parfois trop loin. Par exemple, parfois, il lui donne des scènes qui est censé la rendre justement pour accompagner son propos. Il y a 3 séquences, si je me trompe pas, Musicales. un peu musicales, qui reprennent un peu l'univers d'un clip qu'on voit à la télé à un moment. Il y a des moments, notamment les 2 dernières, où ça ne marche pas du tout, mais ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout d'un point de vue purement cinématographique. C'est-à-dire qu'on ne croit pas au playback, on ne croit pas à ce qui se passe, et en plus, ça se passe du coup entre un chanteur et une chanteuse qui sont censés être amoureux, donc l'un qui est la fille et Because l'autre the la lip mère. sync is a hard work, bitch. Bref, pour moi, il y a trop de sujets, il y a trop de choses, et il y a des choses qui marchent pas. Après, c'est très très joli, hein, mais il y a des trucs qui marchent vraiment pas. L'Immensità d'Emmanuel Écrit à l'Aisé, est-ce que c'est plutôt Steve Reich, plutôt Arnold Schwarzenegger ou plutôt Francky Vincent? À vous de tout le dire dans les commentaires. Simon, vous avez 15 secondes pour nous parler d'un film en plus, parce que plus c'est mieux, des Humani Corporis Fabrica de Verena Paravel et Lucien Castin-Taylor. Après Léviathan, dans lequel il y avait des poissons, et après Cannibal, dans lequel il y avait un cannibale, le duo de documentaristes va donc produire un réseau d'images absolument sidérant à travers les corps humains dans un hôpital. C'est-à-dire qu'on est, d'un point de vue micro, à l'intérieur de nos chairs, à l'intérieur de nos anatomies, à l'intérieur de nos pathologies. On capte donc des images qui sont à la fois abstraites, charnelles, saisissantes, absurdes, terrifiantes, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir à ce point-là des plaies, des corps qui souffrent, des tumeurs, des cellules, et en même temps, on est dans l'hôpital, on voit les soignants, on voit les couloirs, on voit les machines. C'est une manière d'imbriquer les deux, de ne pas être exclusivement, on va dire, dans le pur dispositif d'art contemporain, qui est déjà absolument sublime sitôt qu'on est à l'intérieur des corps, mais en fait, ça nous permet de raconter la beauté, la grâce et la détresse et la déréliction de l'hôpital français. Et en le faisant, justement, en nous rappelant à quel point la vie humaine, la vie du corps social, la vie des machines, la vie des lois, la vie des règles et jusqu'à nos cellules sont imbriquées. C'est un film immense, gigantesque. Il est à peine dans 15 salles, me semble-t-il, en France. Si vous avez l'opportunité de le voir, allez-y. C'est un choc esthétique, c'est un choc plastique, c'est aussi un choc humain et politique. Des Humani Corporis Fabrica, c'était la critique en 15 secondes de Simon Rio, de Verena Paravel et Lucien Castin-Taylor. Dites-nous si vous vous sentez plus malade en sortant du film qu'en y entrant, ce qui a été mon cas. Bref, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin, paraît-il. Je ne parle pas de cet épisode du podcast, bien sûr. Et si l'éternité, ce n'était pas tant vivre pour toujours, mais répéter constamment la même journée? C'est cette question née à la lecture, figurez-vous, d'entretien avec un vampire, Dan Rice, qui a donné à Danny Rubin la graine de l'idée qui germera quelques semaines plus tard en un scénario. Et ce scénario, c'est celui qui fait que vous ne pouvez plus écouter ce morceau sans entendre en même temps une sonnerie de radio réveil. « 30 ans depuis donc la sortie d'Un jour sans fin d'Harold Ramis, et oui, 1993 déjà, qui ressort en version Blu-ray remasterisée 4K. Alors tout le monde aime les marionnettes bien sûr, mais Un jour sans fin aussi. Et toi particulièrement Alexis, qui vient de le découvrir pour la première fois. Oui, Un jour sans fin faisait partie, j'en ai un petit peu honte, mais j'assume des grands films populaires et des grands films cultes des années 90 que je n'avais pas encore eu l'opportunité de découvrir. Et c'est d'autant plus étonnant en ce qui me concerne que j'ai une certaine affection, même si le film est un peu médiocre en définitive, mais j'ai une certaine affection pour SOS Fantôme, qui déjà réunissait devant la caméra d'Ivan Reitman, Bill Murray et Harold Ramis, qui est donc le réalisateur du film. Je pense que Un jour sans fin est un exemple assez éclatant et assez essentiel de la réussite esthétique du cinéma américain des années 90. Pour moi, il y a Un jour sans fin, c'est un peu le modèle parfait de la comédie grand public. C'est-à-dire que c'est un film qui n'a pas de prime abord des prétentions artistiques particulièrement pointues. C'est un film qui a pour première ambition déjà d'être drôle et d'être correctement emballé. Et sur ces deux critères-là, pour moi, la réussite est totale. Mais surtout, c'est un film qui a conscience qu'une fois qu'on a accroché le public avec un concept de comédie qui était un petit peu aguicheur, avec un acteur qui est quand même, faut le rappeler, un très très grand nom du cinéma comique américain, et une fois qu'on l'a accroché,
on peut se permettre d'aller explorer autre chose. Et c'est dans la deuxième partie d'Un jour sans fin que le film devient réellement intéressant, parce que d'un seul coup, le film devient une espèce d'étude caractéristique de l'angoisse existentielle de ce personnage de Bill Murray, qui est un personnage assez cynique, assez hypocrite, et qui d'un seul coup va se retrouver confronté à une situation qui va d'abord dénicher le pire, puis ensuite le meilleur de lui-même. Et évidemment, ce genre de parti pris d'écriture, ça débouche forcément sur des parcours qui sont quand même un peu sombres, un peu torturés. Et c'est assez drôle de voir le film abandonner presque totalement sa verve comique, du moins pendant un certain temps, pour aller lorgner du côté de l'errance, en fait, et du côté de la perdition. C'est un film qui est quelque part autant un rêve éveillé, parce que j'imagine que quand on mate ça étant gamin, il y a une espèce de révélation, quoi. C'est que d'un seul coup on a l'impression de voir une vraie comédie pour les geeks. C'est une comédie qui exploite un filon de science-fiction sans pour autant être, plus précisément de cinéma fantastique, sans pour autant être spectaculairement fantastique. Mais en même temps, c'est un film assez intéressant à découvrir aussi avec un œil d'adulte, parce que c'est un film qui vient entrer en résonance avec toi. On a tous déjà vécu ça, on a tous déjà vécu ce sentiment très particulier que le film va mettre en abîme de manière explicite, va métaphoriser plutôt de manière explicite, qui est ce moment où on se dit qu'on tourne en rond. Ce moment où on se dit que la vie ne progresse plus et qu'on ne sait plus quelle porte ouvrir dans notre vie pour pouvoir à nouveau retrouver du mouvement, retrouver de l'élan, retrouver de l'entrain. Et c'est ça que le film cultive, ce qui en fait, à mon avis, un film assez universel, parce que quelle que soit la partie du globe dont on vient, et c'est pas rien que le film soit un film de culte à peu près partout sur la planète, c'est qu'on se reconnaît dans ce parcours-là, même si, en définitive, c'est un parcours d'un mec qui est journaliste, météo, pour une chaîne américaine, et qui va dans un petit bled typique de la ruralité américaine pour assister à une espèce de fête pseudo-païenne et bon enfant. Le jour de la marmotte. Le jour de la marmotte, truc qui est complètement décorrélé de l'imaginaire européen, c'est un truc très américain, ça, d'avoir encore des petites fêtes traditionnelles, conservées telles quelles, dans l'esprit des pionniers, etc. Même si le film raconte factuellement ça, il a une vraie portée universelle qui le rend très attachant, et en plus, surtout, c'est très drôle. Et c'est quand même l'enjeu numéro 1 d'une comédie, quand même. Sophie, pourquoi est-ce qu'on aime Le jour de la marmotte ? Ce qui est intéressant, c'est que le film sort en 1993 et que c'est une année assez cruciale dans le cinéma, qu'on va dire, familial. En tout cas, qui va tenter d'englober non pas seulement soit les adultes, soit les enfants, mais de créer une vraie union. À la fois, d'un point de vue marketing, ça fait plus d'entrées. Enfin bref, c'est un peu logique. Mais on est quand même Le jour de la marmotte, Un jour sans fin, c'est plus de 13 semaines d'exploitation en salle aux États-Unis, ce qui est quand même énorme. C'est la 13e place au box-office américain, alors qu'on a Jurassic Park, Sister Act, L'étrange Noël de Mr. Jack, Aladdin en face. C'est quand même une année majeure pour le cinéma familial. Mais là où on va considérer certains de ces films, pas Jurassic Park, mais les autres comme vraiment un cinéma enfantin, Un jour sans fin, il a une réception critique, et je pense notamment en France, extrêmement positive. C'est-à-dire qu'il est venu chercher quelque chose de très adulte. Notamment, moi j'ai été très surprise de découvrir que Le Monde en avait fait une critique dithyrambique, que Positif et les Cahiers du cinéma aussi. Alors que pour moi, et là j'en viens à vraiment mon avis, c'est un conte de Noël sans Noël. On est vraiment sur quelque chose de magique, en fait, certes, ça se passe à la neige et tout ça, mais on n'est pas loin des contes de Noël, de rédemption. Vraiment, on est sur tu es un personnage qui, pour se sortir de la misère et de la tourmente de sa propre vie, doit apprendre à faire une introspection certaine pour réussir à sortir du cauchemar de ton égoïsme. Et donc, pour moi, c'est pour ça que le film il est aussi agréable pour tout le monde. C'est que, est-ce qu'il a été pensé pour être accessible à tout le monde, pour notamment correspondre à une mouvance esthétique et de pensée de l'époque, à savoir il faut faire des films pour le grand public parce qu'il faut que ça ramène un maximum de gens, et en même temps de faire la plus belle et la plus douce des histoires possibles. Enfin, je sais pas, pour moi il y a un... C'est Christmas Carol, c'est un conte de Noël de Dickens quasiment, je veux dire, avec Exactement. le voyage dans le temps qui, au lieu de se passer entre le présent, le passé et le futur, se passe en une seule journée. C'est ça. Et puis il faut savoir que c'est un point marquant, c'est-à-dire que sans ça, on n'aurait aucune comédie de voyage dans le temps, et il y en a quand même eu vraiment beaucoup, certains tout petits films indépendants, je pense à Infinite Man, notamment, petit film australien, mais en fait, on n'aurait pas Palm Springs non plus. C'est-à-dire que ce film a créé à lui tout seul un sous-genre de comédie ou un sous-genre de cinéma tout court, et ça, c'est très important dans l'histoire du cinéma. Ce que je trouve notable, il fait partie de ces rares films parfaits qui, comme tu l'as dit, non seulement créent un sous-genre, mais seulement créent un sous-genre qui devient incapable de les dépasser. C'est exactement comme L'Exorciste.
l'Exorciste. Depuis l'Exorciste, on a des films d'exorcisme qui racontent systématiquement la même histoire que l'Exorcisme, presque systématiquement avec les mêmes personnages, la même structure et les mêmes archétypes. Et puis on continue à les regarder. C'est pareil avec Un jour sans fin, parce que tu citais Palm Springs, qui est récemment, on va dire, un de ses avatars les plus notables, mais tout notable qu'il soit, et je trouve le film très sympathique, il est incapable de rien inventer d'autre que ce que pose déjà Un jour sans fin. C'est-à-dire que le film atteint un degré de perfection scénaristique, conceptuelle, que dans sa branche, dans son domaine, il est, en tout cas à date, indépassable. C'est quand même particulièrement notable, et c'est là aussi où, même si tu rappelais, Alexis, que ça n'est pas un film spectaculairement mis en scène, c'est là où il est quand même assez intelligemment mise en scène, c'est que faut bien se rendre compte qu'à l'époque c'est une rupture. Je veux dire, on se tape pas une comédie romantique de boucle temporelle tous les 6 mois. Donc il faut réussir à faire accepter ça au public, lui faire comprendre, lui donner des instruments avec lesquels il va pouvoir lui-même jouer, s'amuser. Tu parlais de l'universalité du film, bah oui, parce qu'effectivement tu es entre la surprise et l'anticipation de ses réactions. Tu te dis, ah bah oui, moi aussi je me tirerais une balle, bah oui, moi aussi je ferais tomber ma télé dans la baignoire, ah bah moi aussi je tenterais ci, j'essaierais ça, je me comporterais comme ça. Ça veut dire que le film arrive à créer un dialogue avec le spectateur que je trouve d'une efficacité, d'une intelligence et d'une économie de moyens remarquable. Et avec un pari qui est quand même immense, qui est de ne jamais expliquer l'origine de cette boucle temporelle. Absolument. Alors qu'elle existait dans d'autres versions, dans les versions précédentes du scénario, il ne nous explique pas ce qui se passe. Ça n'a plus d'importance. Ça n'a plus d'importance. Et aucun film ne ferait ça aujourd'hui. Aucun. Ah bah non, clairement, il se perdrait dans des explications superflues. Stanley le fait, hein, et pourtant j'adore le film. Hein. Happy Days Day le fait ou pas? Oui. De mémoire, oui, il y a une explication que je pourrais pas te résumer là. C'est parce qu'elle se retrouve dans un laboratoire scientifique. Oui, voilà, c'est complètement et donc tout ça pour dire que ça demande encore une fois une économie de moyens et un talent certain pour réussir du premier coup atteindre ça. Et puis moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le film, et vous l'avez dit, bien sûr que c'est un feel good movie, et c'est très juste, j'avais pas pensé à ça, un film de Noël sans neige, il y a de ça. Et pourtant... Avec de la neige. Il y a de la neige, mais il n'y a pas de Noël. Il n'y a pas de Père Noël. Il n'y a pas de père et il n'y a pas de Noël. Quoi. Et pourtant, je veux dire, quelle horreur ce personnage principal. C'est vraiment un type horrible qui est égoïste, plus ou moins dépressif, cynique, déplaisant, dont on pourrait c'est un Scrooge, hein, c'est littéralement un Scrooge. On pourrait même aller plus loin et dire que le personnage au départ c'est Bill Murray dans la vie. Et qu'après seulement il joue un rôle. Oui, mais je trouve ça assez intéressant comme piste. En tout cas, c'est ce que dit Harold Ramis. Voilà, et puis il faut aussi voir que même, on pourrait dire, originellement, son rapport avec Andy McDowell, il est pas tip top. C'est quand même un type un peu obsessionnel, c'est un peu un gros forceur quand même, ce monsieur. et donc voilà, il est pas nécessairement sympathique. Et ce qui me frappe d'ailleurs, et ce qui montre que il y a probablement eu un petit problème, je sais pas moi, de fuite radioactive ou de dégénérescence mentale chez certains individus qui, tu sais, ont redécouvert le film il y a quelques années et qui disaient, mais vous vous rendez pas compte, il est affreux ce personnage, gna 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 gna. Mais oui, il est affreux. C'est en cela que le film est intéressant. C'est qu'il nous permet d'être en empathie, non pas avec quelqu'un d'un peu rigolo, d'un peu sympa, d'un peu pathétique, d'être en empathie avec un vrai affreux, un vrai type médiocre et avec lequel il est difficile avec lequel il est difficile d'éprouver de la compassion à bien des égards. Et pourtant, parce que le film parvient à nous mettre vraiment dans ses godasses, vraiment dans cette épreuve et dans cette errance, comme vous l'avez dit, on parvient tout à fait à s'identifier à lui et à comprendre comment et pourquoi il avance, il change, il progresse. Et en ça, il y a un truc c'est presque du Capra en fait, dans l'optimisme qu'il y a sur la nature humaine. Et je trouve que c'est aussi extrêmement touchant. Et ce qui est marrant, c'est un film, moi je trouve, à chaque visionnage, je le redécouvre. Et tu vois, quand on l'a choisi pour le podcast, j'étais quand même pas sûr de moi. Je me suis dit, est-ce que j'ai envie de le remater? Est-ce que ça va me plaire encore? Et bah, tu vois, ça devait faire 10 ans que je l'avais pas regardé, je suis retombé dedans instantanément. Arthur, pourquoi est-ce que tu aimes Un jour sans fin, toi, personnellement, profondément, déjà, moi j'ai une expérience un peu similaire à celle d'Alexis, qui est que je n'avais vu le film. Enfin, j'ai découvert le film il y a 1 an et je l'avais jamais vu auparavant. Et il y a toujours un peu une petite pression de découvrir un film culte, de dépasser l'héritage qu'il a et de te dire, est-ce qu'il est vraiment si bien que ça? Est-ce que c'est un souvenir d'enfance qui m'est plus que ça? Et quand on le regarde à 28 ans, et ben objectivement, oui, on comprend pourquoi il est culte. Simon disait, c'est très intéressant, effectivement c'est un personnage qui est un salaud, qui est un narcissique, qui croit qu'il fait la météo lui-même. Un des biais du film qui, de prime abord, aurait pu m'horripiler parce que c'est un peu trop bien, trop gentil, trop gentillet pour moi, c'est que c'est en fait un moment, pour dépasser ça, il a besoin d'aller vers les autres justement, d'aller vers de l'altruisme, d'aller aider les gens, et c'est en faisant ça qu'il se libère lui aussi un peu ce mécanisme de méchanceté. Ça aurait pu être tellement naïf, ça aurait pu être trop naïf, ça aurait pu être mal fait et mal composé et un peu lourdeau, et en fait c'est tellement bien amené. Notamment parce qu'il est face à un personnage féminin bien plus fin et bien plus intelligent que lui. En fait, c'est aussi une des forces du film, et pour l'époque en plus, d'avoir le personnage d'Andy McDowell
qui, elle, ne se dévoile pas contrairement à lui, et qu'il a vraiment besoin de forcer pour comprendre à quel point c'est une belle personne, qu'elle est meilleure que lui. En fait, il a besoin, sa façade à elle, c'est ok, je suis Miss Parfaite et ceci et cela, mais en fait, c'est en fouillant qu'en fait il se dit ok, elle est meilleure que moi, c'est pas juste une façade. Et vu qu'on part de loin parce que le personnage de base est un salaud, et petit à petit il s'améliore tandis qu'il la découvre elle, et t'as une espèce de vraie progression sur la durée qui est extrêmement bien écrite, en dehors de l'idée de base qui est géniale, qui a été reprise 1000 fois peut-être pas, mais en dehors de cette idée là, de ce que ça a généré, juste en termes d'écriture pure, c'est assez remarquable. Vous savez que d'ailleurs, pour la petite anecdote, sur la première version du scénario, normalement ça devait se conclure de cette manière-là pour finir par une révélation qui est que maintenant qu'elle accepte ses avances, elle se retrouve elle-même bloquée dans une boucle parce qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas encore prête pour être amoureuse. Voilà, c'était la partie trivia de Réaliser sans tricage. Le sachiez-vous. Ah, j'ai un autre le sachiez-vous du coup. Vas-y, le sachiez-vous, Sophie. Le sachiez-vous qu'après ce film, Harold Ramis et Bill Murray ne se sont pas parlé pendant 20 ans. Voilà. Ah, voilà. Parce qu'en fait, c'est le fâchiez-vous. Fâchiez-vous. Excellent. Non, mais en fait, Bill Murray a reproché à Harold Ramis justement de se servir de son côté un petit peu grincheux, etc. De leur donner une carrière. En fait, voilà, il a dit un petit peu un truc du style, en fait, j'ai pas besoin de toi pour avoir une carrière. Et en fait, il y a vraiment une petite guerre d'ego, sauf que ils se sont retrouvés juste avant la mort d'Harold Ramis. Quelques semaines avant. Et pour vous, pourquoi Ce jour de la marmotte est-il un film chéri d'amour que vous repassez quand vous êtes en dépression hivernale sous la couette avec une bronchite, c'est-à-dire exactement en ce moment? Vous nous dites tout ça en com, Un jour sans fin, donc Blu-ray 30e anniversaire, c'est chez Sony Pictures Home Entertainment. C'était très bien, c'était parfait, c'était très bien. Alors très bien. Et pour finir, il en reste un peu plus, on vous laisse d'autres conseils qui ne soient pas forcément du cinéma. Est-ce qu'il y a des choses dont vous voulez nous parler qui ne feraient pas forcément partie du 7e art? Quelqu'un, on lève la main. Simon. Moi, je vais vous parler de ce que faisait ma grand-mère à moitié nue sur le bureau du général. Personne n'a envie de savoir ça, Simon, on te l'a déjà dit. Et alors, ça n'est pas une anecdote, c'est le titre du dernier roman de Christophe Donner. Christophe Donner, qui est un auteur, écrivain, comédien, il a pas mal de casquettes, assez intéressant, et qui s'est lancé il y a quelques années avec notamment un précédent roman qui s'appelait La France Goy, sur, on va dire, la narration, la matrice de comment est née, a cru, s'est développée et est devenue une puissance d'influence l'extrême droite française de la fin du 19e et début du 20e. Alors, sur le papier, ce livre devrait être quasiment un second tome, une suite, parce qu'on va y suivre notamment ce qui est arrivé entre autres à Léon Daudet. Léon Daudet qui a été un des grands idéologues du début du XXe siècle, de l'antisémitisme, de l'ultranationalisme. Et alors, écoutez, maintenant je vais vous dire un petit peu concrètement ce qui se passe dans le bouquin, parce que c'est à la fois très complexe, incroyablement bordélique et absolument passionnant. En gros, Léon Daudet a un fils, Philippe Daudet, qui en 1923 se suicide. Mais il ne se suicide pas dans n'importe quelle circonstance, il se suicide parce que cet adolescent de 14 ans qui avait rejoint une ligue anarchiste avait pris la décision et s'était résolu à assassiner son propre père, son père étant une saloperie de fasciste, et au dernier moment il n'a pas pu tout simplement se résoudre à ce parricide et il s'est donc donné la mort. On imagine combien ça a été traumatisant pour Daudet père, qui lui n'a jamais pu accepter l'idée que son fils se soit suicidé plutôt que de l'assassiner, et qui va y voir un complot, ça va bien sûr briser sa vie. Et en gros, l'hypothèse que fait Christophe Donner, c'est que cette tragédie, qui déjà en soi est passionnante d'un point de vue de conflit de personnages et de dramaturgie, qu'en gros, cette tragédie, c'est à la fois la matrice de l'extrême droite française telle qu'elle est encore aujourd'hui, et de l'extrême droite européenne en général. C'est aussi ce qui, à un moment, a sauvé la France, parce que ça a mis un coup d'arrêt à Daudet. Et puis en parallèle, on va suivre l'évolution de la relation entre un certain Charles de Gaulle qui n'est pas encore général et un certain Philippe Pétain qui charge le premier d'écrire ses mémoires. Et il se trouve que de Gaulle, on le sait, était, en plus d'être un soldat et un excellent dictateur éclairé, était aussi un grand écrivain. Et il se trouve qu'ils vont s'engueuler à cause d'une phrase dans ses mémoires, ce qui fait que de Gaulle finalement refusera de les écrire et qu'ils vont se brouiller. Et cette brouille sera le début de ce qui va les opposer. Et tout ça, c'est raconté par Christophe Donner, parce que Christophe Donner se met lui-même en scène, vu que le bouquin commence par sa rencontre avec un oligarque, avec un milliardaire russe qui rêve de posséder le premier roman écrit en NFT, premier roman qui est donc ce que vous lisez, parce que ça c'est de la fiction, et donc on est entre mise en abîme, entre autofiction et entre réflexion historique sur les origines de l'extrême droite française. C'est un bouquin historique, c'est un roman complètement barré et une autofiction tarée. C'est très très étonnant comme texte, c'est aussi
incroyablement drôle parce qu'il y a beaucoup d'autodérision. Voilà, je vous le recommande, c'est une de mes vraies découvertes là, de la rentrée littéraire. Ce que faisait ma grand-mère à moitié nue sur le bureau du général, ce n'est pas le sextape de Simon Rio, c'est le dernier roman de Christophe Donner aux éditions Grasset. Alexis. Bah moi ça va être très très court, je n'ai à vrai dire pas de recommandations culturelles à vous faire, si ce n'est parler quand même de pourquoi la journée d'hier était un petit peu triste, puisque nous enregistrons ce jeudi 12 janvier, et hier est décédé Jeff Beck, immense guitariste de rock et de blues, qui avait commencé sa carrière dans les Yardbirds, groupe qui est célèbre pour avoir quand même compté parmi ses membres, outre Jeff Beck lui-même, Eric Clapton et Jimmy Page, excusez du peu, et Jeff Beck s'est fait une carrière tout à fait unique, un petit peu quand même en contrepoint, on va dire, des grands noms célébrés de la guitare électrique, puisqu'il a travaillé principalement sur des mélodies instrumentales, et il a essayé de repousser le plus possible les frontières et du blues et de la guitare électrique, jusqu'à atteindre un lyrisme qui est absolument saisissant. Si vous êtes un guitariste amateur et que vous ne connaissez pas Jeff Beck, je vous invite à aller écouter et regarder les nombreuses prestations live du musicien, c'est assez sidérant. Et voilà, il nous a quittés hier à l'âge de 78 ans, et j'en suis un peu triste. Je voulais parler d'une BD que j'ai pas encore terminée à proprement parler, mais de ce que j'ai commencé à lire, que je trouve assez fascinante, qui est la nouvelle BD de Arnaud Nebache, qui est un illustrateur qui avait déjà fait des bouquins pour Kilowatt et qui avait fait des illustrations pour enfants, et qui sort une BD chez Dargaud qui s'appelle Brancusi contre les États-Unis, qui reprend le procès véritable de Brancusi, qui était un sculpteur de la début 20e, d'abord élève de Rodin et qui ensuite s'est fait un nom dans le minimalisme, et qui en 1913, quand Marcel Duchamp veut faire une exposition à New York de ses œuvres, est confronté à un drôle de problème. La douane américaine considère que ses œuvres sont des objets et ne comprennent pas que cette longue tige soit une œuvre qui vaille plusieurs milliers de dollars, et ça enclenche tout un procès qui va questionner sur mais c'est quoi l'art à proprement parler, et au-delà de juste ce que le procès questionnait, du coup, le livre et ce qu'essaye de faire l'auteur, et ce qui est assez joli, je trouve, va être accompagné de moments où on suit l'artiste dans son atelier et qui va parfois s'énerver, parfois juste raconter, et en fait qui du coup questionne même à quel point on doit commenter l'art ou pas. Bref, c'est très joli, c'est un dessin vraiment très beau, type aquarelle, ça se lit très très bien, et ça sort chez Dargaud, et de ce que j'ai commencé à lire, ça va être une bien belle BD. Arnaud Nebache, Brancusi contre États-Unis, c'est aux éditions Dargaud. Sophie. Moi aussi, c'est une BD mais qui est sortie l'année dernière, mais que j'ai découvert à Noël, qui s'appelle Voleuse de Lucie Brion, et qui est vraiment... c'est une BD dite jeunesse, mais en fait, je trouve que ça s'adresse à tout le monde. C'est juste une histoire d'amour entre deux adolescentes qui, par le hasard des choses, découvrent que l'une des deux a un souci de kleptomanie, et pour régler ses soucis, à la manière de deux jeunes justicières, vont décider de replacer en allant à des fêtes tous les objets volés précédemment. Et donc, c'est le parcours de leur histoire d'amour naissante, avec cette espèce de progression narrative créée par les objets volés précédemment. C'est très beau, c'est très mignon, c'est très sensible, et ça a été moi mon petit coup de cœur récent. Voleuse de Lucie Brion, c'est aux éditions Sarbacane. Et pour ma part, moi j'ai adoré, je me suis plongé dans le premier tome d'une trilogie. Pourtant Dieu sait que j'ai toujours beaucoup de réticence à me lancer dans les trilogies de SF, parce que c'est beaucoup, ça demande pas mal de temps. C'est une trilogie d'un auteur que vous connaissez peut-être, c'est un scénariste de bande dessinée qui a notamment développé le spin-off de Sandman, qui s'appelle Lucifer, qui a aussi pas mal écrit pour Hellblazer, qui s'appelle Mike Carey, M.R. Carey, qui écrit une trilogie, ça s'appelle la trilogie des remparts. Le premier s'appelle le livre de Colis, et c'est pas du post-apo, c'est du post-apo. On est très très loin après l'effondrement systémique, et l'humanité a régressé. Elle vit dans des petits villages, dans des espèces de forts en bois, par petits groupes de dizaines, et tout est extrêmement hostile, y compris la nature. Même les arbres sont devenus quasiment cannibales, et on suit il leur reste quelques traces comme ça de l'univers passé, des technologies que seules certaines personnes arrivent à manipuler, des technologies futuristes dans ce monde qui est vraiment revenu très loin en arrière. Et on va suivre ce personnage Colis qui va devoir, pour les raisons que je vous laisserai découvrir, quitter sa communauté et partir dans ce monde où tout est absolument hostile, les animaux, d'autres êtres humains qui sont des cannibales coprophages, enfin bref, c'est l'horreur dehors et il faut s'en sortir. C'est d'une grande poésie, la langue elle-même est travaillée, puisque il n'y a pas que la technologie qu'on a perdue, on a aussi perdu une partie du
du langage et c'est d'une grande poésie. C'est pas un énième roman de passage à l'âge adulte ou de roman. Ça déjoue justement tous les points ou tous les passages obligés de ce type de littérature, de l'élu ou de la transfiguration du héros. C'est extrêmement surprenant, c'est très poétique, c'est passionnant et j'ai vraiment hâte de lire les deux suivants. Ça s'appelle Le Livre de Colis de M.R. Carré et c'est publié chez La Talente. Voilà, c'était notre premier vrai numéro hebdo et oui, bravo nous, bravo vous surtout, bravo et merci à vous qui nous écoutez pour ce premier numéro donc de Réaliser sans trucage. On espère que vous étiez bien surtout. Dites-nous tout ce que vous avez pensé de ce numéro dans les commentaires. Notre résolution, c'est de répondre et Simon le fera à chaque commentaire avec un minimum de 1500 signes par réponse, mesdames et messieurs. On l'applaudit bien fort. En attendant, la suite, c'est la semaine prochaine pour un nouvel épisode que je vous promets réaliser 100% sans trucage. Bye les amis et gloire à Satan. Ah, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au 4e stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache! Moi je vais être en retard au lycée! Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, toi, je dois. Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en! Arrivederci! E buon viaggio!